Bonjour à tous. Merci de participer aujourd'hui donc à cette masterclass. Donc, nous sommes avec les équipes de Tronico. Je laisserai Stéphane et Céline se présenter ensuite. Mais donc ici, l'objet de la masterclass, c'est vraiment centré sur les dispositifs médicaux. Donc, on va parler des exigences, de la conception aussi de ce type de produits, aussi du prototypage, de l'industrialisation, peut-être le cycle de production, et puis on ira un peu jusqu'à aborder la certification. La certification. Donc, donc Tronico, en fait, c'est un cabinet d'études expert dans la conception, la fabrication des systèmes électroniques. Et puis, leurs domaines d'application, en fait, sont assez variés, mais aujourd'hui, je leur ai vraiment demandé de se focaliser sur les dispositifs médicaux qui, en fait, sont quand même des produits qui demandent des exigences bien particulières. Mais Stéphane et Céline, je vais vous laisser la parole. L'idée, c'est peut-être que ce soit assez interactif. Donc, je pense qu'ils ont prévu en fait des sessions pour que vous puissiez poser vos questions. Mais n'hésitez pas donc à lever la main. Et sinon, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat et je m'occuperai de les poser. Très bien, écoutez, merci Anne-Lou. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce créneau de masterclass. Donc, comme le précisait Anne-Lou, donc on a essayé de décomposer la présentation donc, en différents items. Donc, on va vous présenter ça rapidement en introduction avec Céline avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va tout d'abord se présenter très rapidement. Donc, je commence, Céline, puisque j'ai la parole. C'est pas de visage normalement, mais bon, voilà. Moi, je suis Stéphane Luisto, je suis responsable du développement commercial à Tronico et pour la partie médicale, enfin pour nos activités médicales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'occupe 100% de mon temps et de mes activités sur le domaine du médical. Alors, vous le verrez, ça va de l'implantable au dispositif, je dirais peut-être un petit peu moins critique, mais en tout cas, nous ne sommes que sur du dispositif actif, c'est-à-dire nous faisons appel au métier de l'électronique, puisque c'est le métier de base de Tronico. Juste pour compléter, donc ça fait un peu plus de 25 ans, 27 ans même que je suis à Tronico. J'ai pu parcourir différentes activités et notamment j'ai été très longtemps responsable des activités de prototypage. Donc là où il y avait, je dirais, directement un lien entre les équipes de R&D et les équipes de production, donc sur toutes les phases de mise en œuvre des premiers protos sur la validation pour pouvoir accéder à la mise en production derrière. Donc je vais dire que j'ai ce regard un petit peu technique qui permet aussi de compléter la partie commerciale que je représente davantage aujourd'hui, mais qui n'est pas, je dirais, forcément à mettre en avant dans la présentation qu'on va adresser ce jour. Céline? Merci Stéphane, oui. Donc bonjour à tous, je suis Céline Chipoy, donc je travaille chez Tronico depuis presque 6 ans. Je suis aujourd'hui responsable des activités médicales en termes d'études et développement. Donc le bureau d'études médicales de Tronico, que l'on appelle aujourd'hui Temcare. Ce bureau d'études, on pourra en discuter un petit peu après, mais a pour but de développer des produits pour des clients, donc en sous-traitance en grande majorité, donc à base d'électronique évidemment, du dispositif médical plutôt critique, donc classe 2, classe 3. Nous avons des équipes d'ingénieurs électroniques, mécaniques, logiciels, VNV, des chefs de projet, et puis tous les métiers qui gravitent autour, donc la qualité, le réglementaire, le commerce, etc. Moi, j'ai une formation plutôt dans le médical. J'ai eu un début de carrière en recherche académique, vraiment en biologie. Donc, je suis issue d'une formation universitaire avec un doctorat en biologie. Donc, j'ai plutôt cet aspect aussi un peu médical biologie, pour ensuite me diriger vers l'industrie dans laquelle j'ai travaillé sur les dispositifs médicaux. Donc, moi, je connais un petit peu plus l'aspect développement du DM. À travers des startups, notamment un petit peu au Canada. Et puis, j'ai travaillé chez Livanova aussi, anciennement Sorin, puis Microport au niveau des implants cardiaques. Donc, voilà un petit peu pour mon expérience. Et donc, j'exerce à Tronico, bureau d'études, depuis voilà, un peu plus de 5 ans maintenant. Je te repasse la parole, Stéphane, pour la suite. Merci.
Donc juste en introduction, donc pour vous présenter très brièvement Tronico, donc nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Egon Electronic, qui est un groupe donc qui regroupe 5 sociétés principalement basées sur des activités de sous-traitance et de commercialisation de produits propres à chacune de ces entreprises. Nous avons rejoint le groupe Agon très récemment. Si certains d'entre vous nous connaissent, nous étions précédemment intégrés au sein du groupe Alsan. Donc voilà, donc il y a eu une vente de l'entreprise qui a été réalisée donc, entre fin 2023 et début 2024. Donc nous avons rejoint Agon là que très récemment. Mais ce qui ne change pas, je dirais, grand-chose sur l'organisation propre de Tronico. Donc, qu'est-ce que Tronico? C'est ce qu'on appelle un EMS. Donc, en gros, c'est un sous-traitant, comme vous pouvez l'entendre parfois dans le milieu industriel, spécialisé en applications donc, électroniques pour les milieux fortement critiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les milieux fortement critiques ou fortement contraints? C'est globalement tout ce qui est lié au sécuritaire. Donc, on va trouver à Tronico, au-delà des applications médicales, on va trouver beaucoup d'applications tournant autour de l'aéronautique, de la défense, du spatial, de la prospection pétrolière. Donc, vous voyez que des activités, je dirais, qui font appel à de l'électronique assez poussée en termes de technologie, mais également pouvant travailler dans des milieux contraints où on demande un fort niveau de durée de vie avec des réponses aux différents milieux qui peuvent être assez compliqués à mettre en œuvre pour un milieu électronique habituel. Donc nous existons depuis un peu plus de 50 ans, puisque l'entreprise a été fondée en 1973, et nous sommes situés donc à Saint-Philbert-de-Bouêne, qui est une petite commune à 30 km au sud de Nantes. Donc en gros, vous retenez Nantes, ouest de la France, et vous voyez à peu près où se situe Tronico. Donc à Saint-Philbert-de-Bouêne, nous avons une usine de production, donc où on va pouvoir mettre en œuvre toute la production des produits électroniques. Nous avons bien entendu la partie bureau d'études qu'évoquait Céline tout à l'heure. Et puis on trouve d'autres activités qui sont plus liées à la conversion de puissance ou ce genre de choses, mais c'est pas le sujet du jour, donc on n'en parlera pas. On a un second site qui se situe à Tanger, donc au Maroc. Ce site à Tanger est un site exclusivement de production, lui, pour le compte. Chacun de ces 2 sites regroupe environ 500 personnes, donc on a environ 1000 employés dans la structure Tronico telle qu'elle existe aujourd'hui. Depuis 2015, nous avons ouvert une stratégie forte de diversification de nos activités. Alors je vous disais, on était jusqu'à 2015 très orienté aéronautique et on était connu en tant que tel. En 2015, on s'est aperçu avec les différentes crises, je dirais, parcourues au long de la vie de l'entreprise, les crises économiques, on s'est aperçu qu'il fallait aller au-delà, essayer de travailler sur la diversification d'activités. Donc la diversification d'activités est passée par la création du bureau d'études. Et par l'ouverture sur des marchés un peu différents que nous ne connaissions pas, mais qui faisaient appel, je dirais, à nos qualités propres au métier de l'aéronautique. Donc le médical était forcément une cible naturelle, puisque quand on parle d'ISO 13485, avec des contraintes assez fortes au niveau de la norme, on s'est très vite aperçu que ces contraintes ISO 13485, elles étaient très proches de l'EN 9100, qui est la norme de référence dans le milieu aéronautique. Donc, de l'une norme à passer à l'autre, ça n'a pas été un exercice très compliqué, ce qui nous a permis d'obtenir très rapidement le 13485 et donc de se lancer dans des activités médicales que je vais décrire juste après. Aujourd'hui, donc juste sans trop rentrer dans le détail, mais juste pour la petite histoire et vous situer un petit peu le niveau d'activité de Tronico, donc on a un chiffre d'affaires qui évolue, je dirais, aux alentours de 120 millions d'euros sur cette année, un petit peu plus, 125 millions d'euros sur l'année 2024. Et sur ces 125 millions d'euros, on trouve environ 10 millions d'activités médicales. Donc vous voyez, on a un ratio médical qui est quand même assez représentatif, mais qui n'est pas aujourd'hui le gros de l'activité de Tronico. Pour autant, cette activité médicale représente 100% des employés, des 1000 employés de Tronico. On a 100 personnes, pardon. On a un petit peu plus de 100 personnes aujourd'hui qui travaillent sur cette activité médicale. Et ça s'explique notamment par notre présence dès la phase de R&D, ce qu'on fait un petit peu moins ou ce qu'on fait même voire pas du tout pour les activités aéronautiques ou spatiales. Donc le médical est vraiment une cible de développement pour Tronico, en passant par les activités de R&D pour aller jusqu'aux activités de production. Aujourd'hui, on peut considérer c'est nos clients qui nous le disent, on est une référence nationale du milieu.
puisque on s'aperçoit qu'on est consulté sur quasiment tous les projets du médical intégrant de l'électronique, et notamment sur la partie implantable, puisqu'on est vraiment référencé en tant que tel sur la partie DMIA. On vous a mis ici donc quelques exemples pour vous situer quelle peut être l'activité de Tronico dans le domaine du médical. Sur la partie de gauche, on a tout ce qui touche un petit peu plus l'activité auprès de l'homme ou touchant l'homme. Donc vous trouvez par exemple le cœur artificiel Carmat en bas à droite de notre petit bonhomme là. Donc le cœur artificiel, Tronico fait aujourd'hui toute l'électronique, donc toute la partie active du cœur artificiel pour Carmat. On fait cette électronique, on assemble cette électronique, on va jusqu'à faire l'enrobage donc pour avoir un produit semi-fini qui est ensuite livré à Carmat pour être intégré dans le cœur artificiel. On est également concepteur et fabricant des différents dispositifs pour une pompe cardiaque implantée. Alors, je tairai le nom de notre client, mais vous le trouverez assez rapidement si vous faites quelques recherches sur le web. Un produit très innovant avec une pompe qui est directement implantée dans le cœur. Donc là encore, vous voyez les contraintes spécifiques à ce type de produit où on va chercher avant tout de la fiabilité et être sûr que nous n'ayons pas de panne en cours de fonctionnement. On a travaillé également sur du monitoring en EEG, pour mesurer la qualité de sommeil en réanimation. Donc là également sur la phase de conception et de production. Traitement photonique de maladies neurodégénératives. Donc là, on est également sur de la conception, industrialisation, production. Du monitoring de prothèses implantées, sphincter artificiel. Donc là encore, je pense que si vous suivez l'actualité, et j'en doute pas, du dispositif médical, vous voyez à peu près à quoi je fais allusion ou à quelle entreprise je fais allusion. Et puis des commandes de prothèses pour impulsion myoélectrique. Alors, ce ne sont que quelques exemples. On est dans un domaine, bien entendu, où on est très contraint par la confidentialité des informations que nous partageons. Donc, c'est pour ça que je ne cite pas de nom de client volontairement, à part Carmat qui nous autorise à le faire. Je ne cite pas de nom de client, mais ça nous permet quand même de vous positionner quelques exemples. À droite, vous trouvez des activités qui sont plus externalisées par rapport à l'homme, mais qui ont néanmoins un rôle relativement important. Donc là, on parle peut-être plus de classe 3, mais on va parler de classe 2A ou de classe 2B. On a par exemple une télécommande de mammographe, une unité de commande de robot d'intervention vasculaire. Donc ça, on fait développement, là encore, développement complet et intégration, industrialisation, production. Des outils multifonctions pour des dentistes, des systèmes de filtration du sang. Ceinture d'exosquelette, incubateur de prématurés, et j'en passe. Voilà, les exemples sont assez nombreux. Et bien sûr, on se tient à votre disposition si vous avez des exemples particuliers sur lesquels vous voulez qu'on échange. On pourra bien entendu étayer cette présentation lors d'une discussion un peu plus ouverte. Alors, quel est l'objectif de notre masterclass aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on se présente à vous et on essaye de vous présenter ces différents sujets? C'est d'essayer de vous apporter les différentes clés pour mener à bien le développement de votre dispositif tout au long de son cycle de développement et de son cycle de vie. Et vous verrez que c'est aussi un des avantages de Tronico, c'est qu'on balaye la totalité du spectre et du cycle de vie du produit. Donc on va parler de conception, on va parler de certification, d'industrialisation, de production, tout ça sur des dispositifs médicaux actifs. Donc, comment est-ce qu'on présente ça? Donc, on a différentes phases clés du développement et de la mise en œuvre d'un dispositif. Alors, on a synthétisé tout ça au travers de 8 étapes, alors, qui sont bien entendu non exhaustives, mais ça vous permettra déjà d'avoir les clés principales. On va parler de la partie avant-projet, donc qu'est-ce qui arrive avant que vous mettiez votre dispositif en conception, donc la pensée au dispositif, comment est-ce qu'il va s'articuler, de quoi ai-je besoin pour pouvoir lancer mon projet. On va ensuite parler de la spécification, des spécifications, donc comment je rédige un cahier des charges, qu'est-ce que je mets dedans, de quoi les interlocuteurs avec lesquels je vais travailler vont avoir besoin. On parlera bien entendu de conception, de prototypage, la phase d'industrialisation, qui vous verrez est très importante et qui est bien souvent oubliée par certains acteurs parce qu'on a envie d'aller très vite sur l'accès marché, mais pour aller sur l'accès marché, il faut penser à comment je vais produire le dispositif. Donc on passera par cette étape-là.
Ensuite, on parlera de réglementation de certification. Vous le savez comme moi, c'est un élément essentiel. La mise en production, la stratégie de test qui est également importante, puisqu'on a besoin là encore de fiabilisation, de fiabilité. Donc, il faudra tester le dispositif avant de le mettre sur le marché. Et puis de pérennisation, c'est-à-dire comment je le tiens en vie sur une période la plus longue possible pour éviter d'être confronté à des problèmes d'obsolescence, à des problèmes de pénurie ou autres. Les clés de la réussite, alors on va peut-être pour certains enfoncer des portes ouvertes, mais vous nous le pardonnerez, l'objectif c'est d'être assez exhaustif et d'essayer de se positionner aussi sur, je dirais, des expériences plus ou moins abouties que vous pouvez chacun avoir en fonction de l'avancement de vos différents projets. Donc on dit que pour réussir un projet de dispositif médical, ben, il faut être très méthodique, il faut il faut avoir une approche très très méthodique. Il faut réussir à décomposer les différentes étapes, donc on vient de préciser. Il faut pouvoir travailler donc sur les différentes étapes d'une manière très très rigoureuse. Il faut bien sûr se conformer à la norme, qui est notamment avec le nouveau règlement européen assez contraignante et qui peut rebuter parfois même certains acteurs. On a quelques exemples dans notre entourage de personnes qui ont décidé d'arrêter en cours de route parce que c'était un peu trop compliqué. Donc voilà, c'est un peu tout ça. L'intégration des aspects réglementaires, la gestion des risques, l'anticipation des défis techniques, parce qu'il y a beaucoup de défis techniques dans la mise en place d'un dispositif médical, quelle que soit sa complexité. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et puis bon, donc les différentes clés du succès pour rentrer dans ce domaine qui est très complexe et exigeant. Donc, je vais passer la parole à Céline pour pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet avec la phase d'avant-projet et de spécification. Oui, merci Stéphane. Donc, comme le disait Stéphane, un projet de développement d'un dispositif médical va être un long chemin sur lequel vous allez vous engager. Vous allez avoir besoin d'être entouré, vous allez avoir besoin de méthodes. La première étape, bien évidemment, c'est l'avant-conception, toute la préparation, toutes les phases de préparation de votre projet et de votre produit. C'est une étape clé qui est à faire vraiment en amont du développement et qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous avons différents exemples de clients qui ont un petit peu sous-estimé cette phase-là, qui ont voulu aller trop vite. Et en général, la conséquence, c'est vraiment une perte de temps et d'argent parce qu'ils sont obligés de revenir un petit peu en arrière pour aller retravailler leurs produits et leurs besoins. Il faut vraiment poser les bases du projet en étudiant les aspects évidemment techniques, les aspects marché, les aspects usage et les aspects faisabilité. Donc tout ça, c'est à étudier en amont par le fabricant. Au point de vue de la norme, le fabricant, ça va être vous, ça va être le responsable légal du produit. C'est le fabricant qui est bien en charge de définir tous ces aspects-là avant d'amorcer un développement qui se fait, alors qui peut se faire en interne, qui peut se faire avec de la sous-traitance. Donc les points clés à définir, le problème de santé, donc vraiment le besoin médical, le besoin qui est émis de la part du corps médical, qui peut venir de médecins, de contacts, de différents consortiums sur lesquels vous travaillez. Donc il y a vraiment ce besoin existant qu'il faut bien identifier, bien cadrer. Les utilisateurs, comment ce produit va être utilisé, à qui il va servir, de quelle façon il va être utilisé au quotidien. Tout ce qui est autour de l'usage de ce produit est également extrêmement important. Tout ça, ça va être vraiment des données d'entrée pour la conception. Donc, il faut réfléchir à tous ces aspects-là. L'impact attendu qui permet aussi de justifier ce développement et qui va être lié aussi à des capacités de financement que vous pourrez avoir sur ce développement-là, au niveau de l'impact du produit sur la qualité de vie des patients, sur le parcours santé, qui peut justifier effectivement des améliorations au niveau des CHU, au niveau du corps médical, au niveau, etc., au niveau des traitements. Donc, nos recommandations avant la phase de conception à proprement parler du produit, il est vraiment extrêmement important de bien évaluer le marché, de valider la pertinence financière de votre projet et de votre produit, de bien définir les besoins des utilisateurs, qui vont être à la fois les médecins, les patients, et toutes les personnes qui vont interagir avec le produit au niveau de sa vie. Il y a tout l'aspect un peu logistique aussi de comment va être utilisé et par où va cheminer ce produit, qu'il ne faut pas sous-estimer non plus.
Bien identifier les risques avec la notion de gestion des risques qui est primordiale également tout au long du projet, mais qu'il faut penser dès le début. Et puis des aspects un peu techniques avec éventuellement l'étude de faisabilité, on le recite après, sur peut-être des enjeux, des verrous techniques qu'il faut effectivement anticiper également pour dérisquer un petit peu tout ça. Un conseil, c'est de ne pas hésiter à aller interroger les spécialistes du domaine, à vraiment aller voir sur le terrain comment ça se passe, les besoins, les usages, les pratiques. On a des exemples de cas pour lesquels ça n'a pas été fait ou pas suffisamment, et finalement la définition du besoin a dû être revue parce que cet usage n'était pas forcément en ligne avec leur définition et les chirurgiens qui les utiliseraient par la suite. Si je peux compléter les propos de Ouais. Céline, quand on évoque d'interroger les spécialistes, et je vais faire le lien avec la partie financière, Céline parlait également de la partie financière, de la conception financière de votre projet. N'hésitez pas à aller aussi interroger des gens, enfin, comme nous, enfin, en tout cas des gens ayant une visibilité sur votre projet pour donner une estimation de l'enveloppe financière dont ils vont avoir besoin pour développer leur projet. Parce que vous, derrière, ce qui va être important, c'est d'aller pouvoir présenter ces différentes enveloppes financières, soit à vos investisseurs, soit dans des montages de consortiums, ou en tout cas des recherches de budget ou de subventions. Ça vous permet d'avoir une visibilité relativement précise de ce à quoi va ressembler votre projet. Et bien souvent, les interlocuteurs avec lesquels on peut échanger sont surpris malheureusement de la somme qui est nécessaire pour pouvoir développer ce type de dispositif, parce que on voit que dès qu'on s'attaque aux contraintes normatives, les prix montent très très vite en termes de certification, de qualification ou autre. Donc c'est toujours assez pertinent d'aller voir les acteurs très en amont pour leur demander quelle pourra être l'enveloppe nécessaire pour lancer le projet. Oui, exactement. J'évoquais l'étude de faisabilité. C'est quelque chose qui est assez important, alors qui peut être fait à différents niveaux en interne ou pas. C'est souvent fait dans les startups de faire un petit peu d'études, un petit peu de maquettage, un petit peu d'avant-projet comme ça. C'est extrêmement important pour dérisquer la suite et bien définir votre besoin, votre produit, votre marché. Quand on parle de faisabilité, il y a évidemment la faisabilité technique avec tous les aspects verrou techno. Au niveau techno, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable en termes vraiment de purement faisabilité, performance technique, mais également cohérence avec l'aspect financier? L'aspect réglementaire, évidemment. On sait que la réglementation, donc Stéphane l'évoquait, est extrêmement, pas lourde, mais peut être une contrainte, en tout cas, au niveau du médical, que ce soit au niveau de la FDA pour l'Amérique du Nord ou de l'Europe avec le nouveau règlement européen MDR. Les besoins en ressources techniques également, donc ça rejoint un peu la faisabilité, mais vraiment bien évaluer de quel type de compétences vous allez avoir besoin pour l'anticiper et pouvoir tenir votre planning. On dit souvent plan de work, work de plan. C'est vraiment de pouvoir anticiper, écrire, réfléchir à un maximum d'éléments de manière très large sur votre projet pour ensuite que ça puisse dérouler. La faisabilité réglementaire, donc je reviens dessus, mais il faut bien définir dès le début votre classe de produits, que ce soit 1, 2A, 2B3. Ça va changer évidemment le déroulé de votre projet, les besoins en test, en justification documentaire. Vraiment, il peut y avoir des justifications techniques qui peuvent être très très lourdes au niveau du classe 3, au niveau de la cybersécurité. Enfin voilà, il y a d'autres éléments dont on pourra reparler tout à l'heure qui vont être à prendre en compte selon la classe de votre dispositif. Vous n'aurez pas le même dossier à monter, ça n'aura pas le même coût et ça ne prendra pas le même temps. Au niveau de vos marchés, donc je reviens sur la réglementation applicable d'un point de vue géographique, donc bien identifier les marchés que vous visez pour pouvoir prendre en données d'entrée vos réglementations adéquates. Toutes les normes applicables à bien définir en fonction de votre produit. Donc là, on parle de produits à base d'électronique. Il y a des normes assez spécifiques. Vous pouvez avoir, on a un produit qui est à base de photonique. Il y a également des normes particulières sur les lasers, sur la photonique qui sont à prendre en compte. Tout ce qui va être au niveau des tests précliniques et cliniques. Donc là, on est un petit peu plus en avant au niveau du cycle, un petit peu plus loin au niveau du cycle, mais il faut également évidemment anticiper, prévoir et chiffrer tout ce qu'il va falloir faire au niveau des études de validation préclinique et clinique
pour l'efficacité et la sécurité de votre produit. Et puis, comme le disait Stéphane tout à l'heure, la faisabilité financière, c'est un peu le nerf de la guerre pour les startups médicales. On le voit, nous, au quotidien. Les startups avec lesquelles on discute, leur principale problématique en ce moment, c'est vraiment le financement. On n'est pas dans un contexte qui est extrêmement favorable depuis 2-3 ans. Le post-Covid, le Covid avait ouvert un petit peu les vannes des financements, mais ça a été recoupé depuis peut-être 2 ans. Donc il y a vraiment un problème, une difficulté budgétaire pour les startups. Donc c'est vraiment clé si vous voulez mener à bien votre projet, de bien dimensionner le financement, d'aller sur un séquencement d'activités aussi. On voit de plus en plus des startups qui nous demandent des préétudes, des premiers cycles, de découper un petit peu les phases de développement pour qu'elles puissent avoir quelque chose entre les mains, qu'elles puissent financer à ce moment-là. Et ensuite, aller chercher. Je vois qu'il y a une question, je la prendrai juste après, si vous voulez bien. On a un petit temps de questions à la fin de la thématique. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, où on peut effectivement découper le projet et pas lancer tout de suite tout le développement parce que financièrement, ça n'est pas possible. Ça permet d'aller chercher des fonds au fur et à mesure en montrant des maquettes, en montrant un petit peu de cohérence et de justification du produit. La slide suivante. Je ne sais pas qu'est-ce qui passait ça. Oui, pardon. On en arrive aux spécifications. Donc la spécification, donc là, une fois que votre avant-projet est bien ficelé, vous avez bien défini votre besoin, votre produit, votre cadre réglementaire, marché, etc. Là, vous allez rentrer dans une phase de spécification où vous allez commencer vraiment à définir votre produit à différents niveaux. Là, vous allez rédiger vraiment, vous, votre cahier des charges. Alors quand je dis vous, c'est vraiment côté du fabricant du dispositif médical. Ce cahier des charges, il va ensuite résulter en une spécification technique, alors qu'on va appeler, nous, côté Tronico, la spécification technique, qui va vraiment décrire toutes les exigences du produit et qui va être le résultat du cahier des charges du client. Donc ça va être la première étape, on va vraiment rentrer dans la conception. On doit intégrer dans ce cahier des charges et donc dans ces spécifications ensuite des exigences donc marché et utilisateur, toutes les exigences fonctionnelles du produit, les exigences de performance, donc qu'est-ce qui est attendu au niveau de la performance, et le cadre normatif, donc réglementaire, avec vraiment la liste des normes applicables. Comme je le disais, les normes applicables vont être la source d'exigences techniques et de développement au niveau de la conception pour vous-même ou votre sous-traitant si vous travaillez avec un sous-traitant. Donc les recommandations un petit peu en résumé, bien comprendre les besoins, les contraintes, les exigences essentielles pour démarrer, définir vos spécifications de manière exhaustive et éviter de faire des allers-retours ensuite au niveau de votre développement. Anticiper un maximum d'activités que l'on développera un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, les tests, par exemple, les tests, la vérification, la validation, il va falloir pouvoir tester, valider votre produit, et pour ça, il va falloir prendre en compte déjà des exigences au moment de la conception. Donc c'est assez vaste au niveau du cycle à prendre en compte dès le début, et nous, d'expérience, c'est là où on voit pas mal de difficultés et d'écueils d'un point de vue des fabricants et notamment des startups, parce qu'elles n'ont pas forcément ni les compétences en interne, ni la bande passante pour aller adresser toutes ces problématiques. C'est extrêmement large, donc il y a un besoin vraiment de se faire accompagner, d'aller prendre un maximum d'informations à l'extérieur avec d'autres partenaires, d'autres acteurs du marché, qui sont soit à votre place, soit au niveau plus sous-traitance ou cabinet de consultation plutôt réglementaire pour la mise sur le marché, par exemple, ou autre. Alors là, c'est un petit récap, si vous voulez, en une slide des 9 commandements de cette phase de définition du besoin de spécification. Cahier des charges client exhaustif et clair. Ça, c'est la base de travail ensuite pour développer le produit. Une bonne prise en compte des besoins utilisateurs. Donc les aspects réglementaires, je l'ai évoqué. Bien définir les conditions d'utilisation. Ça, clairement, c'est quelque chose qui arrive souvent trop tard et du coup qui nous fait rétro-pédaler au niveau de la conception parce qu'il y a des éléments d'usage qui n'ont pas été pris en compte ou qui n'ont
qui n'ont pas été considérés ou pensés du tout, en fait, tout simplement. Prioriser les fonctionnalités également, parce que on voit souvent des clients qui arrivent avec une envie du produit qui fait tout, qui est parfait, ce qui est évidemment, d'un point de vue fabricant, le souhait de l'idéal. On se heurte à des contraintes de technique, de finance, de faisabilité, etc., qui fait qu'à un moment, il y a des choix à faire. Donc, il faut toujours être assez pragmatique et revenir toujours aux besoins et aux capacités. Intégrer la gestion des risques dès le démarrage projet. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on voit souvent arriver bien trop tardivement. La gestion des risques au niveau médical, au niveau réglementaire, c'est une obligation. La 14971, c'est la norme de gestion des risques qui va vous demander, quand vous allez déposer votre dossier de certification, vous allez devoir justifier d'une gestion des risques. Donc, vous avez vraiment le Risk Management Plan, le Risk Management Report et l'analyse de risque, qui sont les 3 documents indispensables qui vont vous être demandés. Il faut que ce soit initié au tout début du projet, et puis c'est nourri et ça vit tout au long du projet, c'est alimenté par les sous-traitants, enfin voilà, c'est tout un package, mais ça, c'est une activité qui est importante et qui est assez chronophage, je pense, à ne pas sous-estimer. L'ergonomie et l'expérience utilisateur, donc ça revient un petit peu l'usage, mais là on est aussi d'un point de vue un petit peu plus axé produit, de vraiment prendre en compte la usability et l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est également extrêmement important dès le début. Et après, d'un point de vue un petit peu plus technique, il y a des briques qui sont assez essentielles. On parle ici de dispositifs médicaux implantables actifs en particulier, donc à base d'électronique, et pour lesquels il faut une alimentation, une source d'énergie, une communication avec l'extérieur. Donc vraiment bien comprendre, anticiper tous ces besoins techniques au niveau des protocoles de com, la gestion des données. La cybersécurité, c'est une thématique en ce moment qui est en pleine explosion, je dirais. La réglementation s'est vraiment durcie au niveau de la cyber. C'est le cas aux US avec la FDA, ça le devient de plus en plus au niveau européen. C'est encore assez neuf, je dirais, donc c'est pas forcément très clair et il y a peu de retours sur expérience de disponibles. Donc ça, c'est un sujet qui est un petit peu complexe, mais qu'il faut prendre en compte également dès le début, parce que au niveau de la conception, d'un point de vue électronique, par exemple, ça peut avoir des conséquences de choix électroniques qu'il faut également prendre en considération assez rapidement. Donc, tout ceci nous amène à la première phase de questions, où on va vous laisser quelque part la parole, savoir si déjà ces différents sujets de phase d'avant-projet, cahier des charges, vous inspirent, si elles vous ont déjà, peut-être vous avez déjà été confronté à des problématiques, et peut-être vous avez des questions particulières sur ces sujets-là. Donc, je crois, Céline, tu avais une... Alors, on avait donc 2 questions dans le chat. La première, peut-être juste une précision. Céline, tu parlais de cybersécurité. Est-ce que ça concerne bien la norme 27001? La 27001, oui, d'un point de vue large. Alors, je crois que la 27001 n'est pas spécifique au médical, pour le coup. Mais oui, elle est intégrée. Alors, comme je disais, c'est pas encore très bien défini. C'est des recommandations. Aujourd'hui, il n'y a pas une norme à proprement parler de cybersécurité dans le médical, à ma connaissance. Alors, je ne suis pas la spécialiste au niveau logiciel, mais il me semble que la problématique, c'est qu'on va justement aller piocher dans des normes de cybersécurité globale des produits. On a également la 62304 qui est sur tout l'aspect de développement logiciel propre au dispositif médical critique, qu'il faut prendre en compte avec tout ce qui est justification. Et des recommandations, on est plutôt sur des recommandations du réglementaire européen et FDA sur la cyber. Donc c'est vraiment en pleine évolution. Il faut être assez à jour. Plusieurs fois par an, il y a des mises à jour de ces recommandations, qui sortent vraiment en ce moment. Donc c'est en pleine création, je dirais. Ok, merci. Et puis, il y avait aussi Artem qui, donc là, en fait, vous vous êtes basé justement à la fin sur des exemples concrets. Mais est-ce que vous pourriez un petit peu plus détailler, donc on parlait de temps de développement, on parlait également de coûts. Est-ce que vous auriez un peu un exemple à fournir sur la répartition par étape, justement du budget et puis du temps en fait que chaque étape prend pour développer un dispositif médical?
Alors, c'est une question à laquelle il est très, très compliqué de répondre parce que, alors, elle nous est bien entendu souvent posée hein, lorsqu'on fait ce type d'échange. Euh, c'est très compliqué à répondre parce qu'en fait, c'est très dépendant de la complexité du dispositif sur lequel vous travaillez. Si on va prendre parmi les exemples qui vous ont été cités tout à l'heure, on va prendre le monitoring EEG, par exemple, où on a un capteur donc, qui vient se positionner sur le crâne avec donc différents capteurs, enfin un boîtier, pardon, avec différents capteurs EEG qui viennent mesurer différents signaux pour pouvoir donc monitorer le sommeil des patients. Donc sur un projet comme celui-là, tu m'arrêtes Céline, mais je crois qu'on a passé un peu plus de 12 mois hein, sur le développement, c'est ça? Ouais, 18 mois avec les qualifs à peu près. Ouais, Ouais. c'est On ça, est avec sur les 18 qualifs. mois sur la partie conception, dans le périmètre que nous avions, c'est-à-dire qu'on a reçu un cahier des charges client, alors pour lequel il y a eu des échanges parce qu'effectivement, il n'était pas forcément exhaustif et on avait des choses à se faire préciser. Mais à partir du moment où on a commencé à travailler sur la spec jusqu'à un produit qualifié qui pouvait partir en essai clinique chez eux, on a eu 18 mois. Mais on est sur un produit là qui n'est pas très complexe d'un point de vue conception et même fabrication, ça n'était pas très très long. Donc on est sur un best case, j'ai envie de dire, un plus court. On a Voilà, rarement plus court pour un produit complet. voilà, c'était vraiment pour le produit entre guillemets. Alors simple, c'est pas le terme, hein, parce que faut pas que ce soit péjoratif non plus, mais Non, non. un produit d'approche un peu moins complexe. Si on veut aller en opposition sur quelque chose de beaucoup plus complexe, avec, on citait la pompe cardiaque tout à l'heure en exemple, je crois que on est sur la troisième année d'échange, enfin de travaux avec cette entreprise. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. On est sur la phase de proto-Q aujourd'hui, donc on est en préclinique. Donc vous voyez que le temps de cycle, du coup, est est beaucoup plus long. Je pense que l'ensemble du projet va courir environ sur 4 ans pour avoir un dispositif qui soit même pas commercialisable, mais qui puisse atteindre les essais cliniques et les niveaux de qualification et de certification attendus. Après, bien entendu, il y aura la partie organisme notifié, marquage, qui va encore prendre, vous le savez comme moi, hein, qui va prendre au minimum 1 an. Donc sur un projet comme celui-là, on a un peu les deux extrêmes, où on passe de 12-18 mois à plutôt 4-5 ans, quoi. Donc vous voyez, la fourchette est extrêmement large. Et là, on n'inclut pas toute la phase d'avant-projet que je mentionnais, où il y a tout le travail préparatoire, forcément. Quand un client arrive en me disant, voilà, j'ai un produit avec un cahier des charges à peu près bien abouti, est-ce que vous pouvez me le concevoir et me faire le dossier technique pour que je pose mon marquage? Le fabricant, enfin, cette start-up a déjà travaillé pendant des mois ou des années plutôt sur ce produit à faire son étude de marché, à faire un peu de FESA, à faire un peu de maquettage, à aller chercher des fonds. Donc on est sur des temps de cycle qui sont effectivement sur plusieurs années, qui sont relativement longs. Mais on peut aller selon la classe du dispositif aussi également. Hein. Ça peut être beaucoup plus rapide pour des classes moins risquées que du classe 3, bien évidemment, où les essais cliniques vont prendre beaucoup de temps. Mais on peut être entre peut-être 3 ans et du début à la fin, ce qui me paraît assez rapide à 10 ans, quoi. Et puis, en fait, tout dépend aussi de la niveau de maturité, de l'approche des gens avec lesquels on échange. Une startup qui vient avec, et on en a, des startups qui viennent avec, entre guillemets, une idée, un financier, un médecin ou praticien, ou en tout cas personnel médical. Donc, c'est généralement le triptyque qu'on rencontre dans les interlocuteurs qu'on peut avoir. Mais qui ont juste, entre guillemets, cette idée et qui ne savent pas encore comment l'exploiter, forcément, le cycle va être beaucoup plus long que l'entreprise qui vient avec une preuve de concept, quelque chose qui a déjà été quelque part un peu formaté, formalisé, avec quelque part aussi un résultat fonctionnel. Donc, bien entendu, les temps de cycle ne sont pas les mêmes. Donc, on est très, très lié aussi à ce genre d'avancement et de maturité sur les projets qui nous sont proposés. Après, pour répondre sur la phase budgétaire, c'est également très compliqué parce que ce qu'on vient d'expliquer sur la phase temporelle va forcément se retranscrire sur la phase budgétaire. Donc, vous voyez un peu les temps de cycle. Si on considère que sur un projet simple, il va nous falloir un minimum de 2 ETP avec un chef de projet associé et puis du matériel à approvisionner,
bah, vous faites le calcul, vous voyez à peu près ce que ça peut engendrer en termes de ressources que je vais appeler sous-traitance. À ça, il faudra y ajouter toute la partie qualification, labo, donc avec les tests en labo qui, bah, comme je le disais tout à l'heure, sont relativement onéreux, hein. On arrive souvent sur des enveloppes qui qui oscillent entre 20 et 50 000 euros, suivant la complexité et ce qu'on veut aller chercher, et suivant aussi les normes à découler, hein, bien entendu. Et puis bah, derrière, il y a toute la partie, mais on va en parler après, il y a toute la partie réglementaire, qualité, la mise en place du SQM, l'approche des organismes notifiés, les essais cliniques, bien entendu, qui coûtent cher également. Donc tout ça mis en œuvre, bah, on s'aperçoit rapidement que les budgets, sans vouloir choquer personne, on parle très très fréquemment de budgets qui sont supérieurs aux millions d'euros, et même plusieurs millions d'euros dans certains cas. Le projet que j'évoquais tout à l'heure, qui court sur 5 ans, vous imaginez que c'est des levées de fonds qui sont relativement conséquentes. Je crois que l'entreprise est à 45 millions d'euros de levée de fonds au global. Donc, vous imaginez le séquencement et l'approche budgétaire qui y est associée. Donc, je ne réponds pas tout à fait à la question, j'en suis désolé. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez vraiment cet exemple concret, revenez nous voir, enfin vous aurez nos coordonnées à la fin, hein, revenez nous voir et on peut se faire une étude préliminaire en fonction de votre projet. Et là, on a l'habitude de prendre les différentes briques, ça va assez vite. On fait ce qu'on appelle un ROM price, donc qui est une enveloppe estimative, et qui vous permet de vous projeter plus ou moins. Alors, bien entendu, ça a un niveau de précision. C'est une proposition qui est forcément fausse, si vous voulez, au départ, parce qu'on n'a pas toutes les clés qui permettent de pouvoir faire un chiffrage précis. Mais quelque part, ça vous donne un ordre de grandeur qui, au final, n'est pas si mauvais que ça. Merci. Il y a une autre peut-être précision. Est-ce que vous développez aussi les logiciels embarqués? Oui, tout à fait. On va faire du développement logiciel pour embarquer pour les produits, les DM. Ouais. On a une équipe de software. Ok, merci. Peut-être s'il y a une autre question, n'hésitez pas à allumer votre micro pour la poser directement. Sinon, on peut peut-être avancer. Pas de questions. Bon, bah, je pense que c'est clair et peut-être qu'on peut passer à la partie suivante alors. Donc, on enchaîne sur la phase suivante, donc, qui concerne du coup la partie conception et prototypage. Donc on va découper ça en 2 étapes. Donc la partie projet conception dans un premier temps. Donc Céline, je te laisse à nouveau la parole. Oui, je vais peut-être aller un petit peu plus vite sur cette partie-là parce qu'effectivement, c'est la partie vraiment purement conception du produit. Donc là, on rentre vraiment, donc votre produit est défini d'un point de vue spécification. Toutes les exigences sont listées, établies. Vous savez ce que vous devez développer, de quelle manière, dans quel cadre, pour qui. Donc là, on rentre vraiment dans le dur, j'ai envie de dire, de la conception. On va développer le produit d'un point de vue dossier. Donc là, c'est une étape, nous, c'est l'étape la plus conséquente en général en termes de temps et de budget. Alors si je mets de côté les tests de labo, mais parce qu'effectivement, ça va couvrir tous les métiers. On parle en général de multimétiers. Nous, donc, comme on disait, on a des compétences en électronique, en logiciel, en mécanique. On adresse de plus en plus des sujets de DM complets. Donc, on va prendre le produit au complet. On ne va pas faire uniquement la carte électronique. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une équipe multimétier qui va pouvoir développer ce produit, orchestré par un chef de projet que l'on a également. Donc, on fonctionne vraiment en équipe projet. Donc là, on va vraiment concevoir le produit. Donc là, on parle de l'architecture, hein, forcément, du système qui va répondre à toutes les contraintes définies dans le cahier des charges et dans les spécifications. Donc ça reprend le temps de cycle important, l'équipe multimétier. Pour ce développement-là, il faut que vous, comme on disait tout à l'heure, que vous définissiez vos ressources et les compétences nécessaires. Si vous avez les compétences en interne pour tout ou partie de ces métiers-là, vous pouvez effectivement adresser cette phase de conception. On est en général consulté vraiment pour cette phase-là parce qu'il y a des compétences très particulières dans le médical, d'un point de vue développement, que ce soit du hard, du soft ou de la mécanique, avec des contraintes réglementaires à prendre en compte. On a l'avantage à Tronico, donc au bureau d'études médicales, d'avoir développé ces compétences-là et spécialisé des équipes vraiment sur le marché du médical, donc qui connaissent bien toutes les contraintes et les spécificités. Time to market, effectivement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez vouloir aller vite pour avoir au minimum un premier prototype entre les mains pour jouer avec, pour aller chercher une levée de fonds ou autre. Il faut effectivement aller assez vite sur cette première phase de conception
pour ne pas perdre ce temps-là, ce qui veut dire qu'il faut avoir bien défini les besoins en amont, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on évite de reboucler au niveau des cycles. C'est quelque chose qu'on a vu fréquemment, soit parce qu'il y a eu des oublis, des exigences implicites dans le cahier des charges qui finalement arrivent après et qui changent le début de conception qui avait été fait, ou parce qu'il y a finalement une nouvelle idée de la part du fabricant qui veut ajouter une fonctionnalité ou qui finalement préfère faire rouge que bleu. Bien penser que tous ces changements, le plus tard ils arrivent, le plus ils auront d'impact sur votre projet en termes de temps et de finances. Effectivement, nous, au fur et à mesure, ou vous, quand vous aurez développé, avancé de plus en plus dans votre conception, revenir en arrière, ça peut potentiellement casser une archi, un schéma, un choix de composants, etc. Donc voilà, normalement, l'idéal, c'est que tout est bien défini et que les choses ne bougent plus ou le moins possible pour qu'on puisse dérouler une conception efficace et rapide. Donc là, on reprend, alors je ne vais pas tout lister, mais vous pourrez regarder au niveau des grandes activités que l'on fait au niveau de la conception électronique, hardware et logiciel, software. Ça, c'est des éléments, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ces éléments-là, mais en tout cas, c'est des compétences assez techniques et spécifiques que nous avons au bureau d'études et dont vous aurez besoin pour développer votre DM. Le but de cette phase de concevoir, c'est vraiment de définir l'architecture, que ce soit au niveau matériel, électronique, avec les éléments principaux. Donc, on va parler de sous-système, on va parler de la carte mère, du système d'alimentation de votre DM, de capteurs potentiels, souvent des systèmes de capteurs, tous les moyens de communication de votre DM, le stockage de données également, puisqu'on a en général des données à stocker, à enregistrer. Donc, on va créer les schémas électroniques, on va faire le routage, on va définir le PCB, donc le circuit imprimé. Ça, c'est des activités que l'on fait nous en interne. Il y a toute l'activité choix de composants, donc la BOM, la nomenclature qui commence à ce moment-là, où on va définir les composants qui vont répondre à l'architecture souhaitée, aux besoins, tout en prenant compte de la justification qui sera nécessaire dans le dossier technique à déposer sur ces choix de composants. Et puis commencer à penser au prototypage, hein, puisque donc à l'issue de cette phase de conception, vous allez voir fabriquer des premiers prototypes pour faire des premiers essais ou valider voilà, différents critères de performance. Il faut réfléchir à la méthode de prototypage, aux contraintes, aux besoins que vous avez, à quoi vous servent ces premiers protos et du coup, qu'est-ce que vous devez intégrer comme contraintes. Les premiers protos pourront être faits peut-être sur du prototypage rapide, en intégrant moins de contraintes réglementaires que les protos ensuite pour la qualif. Donc il faut aussi bien viser le juste nécessaire pour ne pas tout de suite sortir la grosse artillerie qui prendra du temps et de l'argent, alors que c'est pas forcément nécessaire dans une première phase. Donc il y a toujours cette notion de bien dimensionner le besoin pour qu'on puisse développer au plus juste de ce besoin-là. La conception logicielle, donc j'en parlais, hein, il y a du logiciel effectivement, que ce soit de l'embarqué ou ensuite pour de la communication, donc maintenant dans tous ces DM-là. Donc voilà, définition de l'architecture logicielle, les interfaces, l'embarqué, toute la validation et la justification des outils et des plans de test logiciels au niveau de la norme 62304. Il y a beaucoup d'aspects de justification documentaire qui sont demandés aujourd'hui pour les DM. Ça représente du temps. C'est pas forcément très compliqué, il faut avoir cette compétence, mais en tout cas, c'est du temps à prévoir, à passer de justification documentaire. Beaucoup de documentation à faire là-dessus. La notion de cybersécurité, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est de plus en plus présente dès lors que votre dispositif est connecté ou connectable d'une manière ou d'une autre. Il faut prendre en compte la cybersécurité qui est donc à mettre en place et qui nécessite des protocoles particuliers, des choix de composants particuliers éventuellement. Oui? Ça marche. Ah. Non, c'était une question. Je vais couper le micro, pardon. Ouais, pardon. Ouais, ok. Pas de problème. Donc voilà pour la conception voilà, hard et soft qui vont être faites à ce moment-là. Donc là, on est vraiment dans le dur de la compétence technique, on va dire. Donc là, on a vraiment les équipes techniques qui travaillent de concert sur ces thématiques. Les choix de composants, juste un petit focus, c'est extrêmement important de considérer cette activité-là.
Dans le médical critique, on parle du 2 et du 3 ici. Le choix de composants doit effectivement être fait en prenant en compte différents aspects qui sont importants. Il y a évidemment la notion de disponibilité. Le composant, alors disponibilité, dans le sens, on peut l'utiliser pour du médical et il va être disponible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous approvisionner facilement. Ça, c'est une thématique, une problématique qu'il y a eu suite au Covid, qui c'est un petit peu la notion de disponibilité des composants a été une grosse problématique dans le médical suite au Covid. Ça s'est un petit peu résorbé, mais ça reste toujours quelque chose de compliqué. On est sur des temps d'approvisionnement potentiellement longs sur certains composants. Donc l'approvisionnement, c'est une donnée d'entrée également pour votre conception qui est à prendre en compte assez rapidement. Il y a des choix parfois à faire et des changements d'architecture qui peuvent être nécessaires parce que le composant identifié, soit finalement n'est pas autorisé pour le médical, ou en tout cas vous n'êtes pas certain que vous allez pouvoir le justifier, ou bien vous êtes sur des temps d'appro longs, ou bien il y a une obsolescence qui va arriver et vous savez que vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout de votre étude avec ce composant-là. Donc le travail sur les composants avec des acheteurs dédiés, nous on a des acheteurs projets spécialisés aussi dans le domaine du médical, c'est une composante dans la conception qui est primordiale. La notion de fiabilité et durabilité, évidemment, le dispositif médical, il doit être fiable dans la durée. Vous allez devoir garantir une durée de vie et une fiabilité de votre EDM, d'autant plus sur l'implantable, mais pas que. Donc vous devez avoir des composants choisis qui vont être fiables. Vous allez devoir justifier la fiabilité de votre dispositif avec des méthodes de justification, des méthodes de calcul, des tests de vieillissement, des calculs sur la fiabilité au global de votre système électronique. Donc ça, c'est primordial également. Pour ça, on y reviendra tout à l'heure. Nous avons une équipe dédiée à Tronico, un thème component qui est vraiment un labo composant, test composant, qui est spécialisé dans cette activité-là. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis la notion de coût, évidemment, on en revient toujours aux finances, mais vous allez devoir intégrer le design to cost. Vous allez avoir un objectif de prix sur votre produit, forcément. Donc on ne peut pas non plus aller choisir le composant qui serait peut-être le meilleur d'un point de vue technique, mais qui va être extrêmement cher, vous n'allez pas pouvoir approvisionner à bon prix en fonction des quantités que vous voulez produire derrière. Donc ça, c'est également à prendre en compte au niveau de vos choix de composants. Donc il y a vraiment toute une intégration de paramètres au niveau de la conception à faire entre les équipes techniques qui vont vouloir faire le meilleur produit techniquement. On est avec des ingénieurs, donc ils vont vouloir aller au mieux. Et puis après, un côté un peu plus pragmatique, je dirais, d'accessibilité, de temps d'accès au marché, de disponibilité des composants, de coûts à prendre, à intégrer dans cette phase de conception. Ce qu'on appelle les DFX. Pendant la conception, vous allez aussi devoir anticiper un petit peu la suite, c'est-à-dire que cette conception doit être compatible avec les phases suivantes, donc d'industrialisation, de fabrication, de mise sur le marché. C'est-à-dire que nous, dans le design, la conception, on va devoir prendre en compte différents paramètres, ce qu'on appelle le design for procurement, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, donc vraiment le côté approvisionnement qui soit le plus ajusté et adéquat pour le produit, le besoin que vous en avez. Le design for manufacturing, il faut que le produit à l'issue de la conception soit fabricable. Donc forcément, il faut qu'on prenne en compte toutes ces contraintes éventuelles de fabrication et d'intégration pour fabriquer le produit par la suite. Le design to cost, donc là, le coût du produit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et le design for test, on reviendra un petit peu dessus aussi tout à l'heure. Le produit, il faut qu'il soit testable. Il faut que vous puissiez justifier que vous avez une vérification de votre produit, une validation en fin de production, conception et production. Donc vous devez prendre en compte les contraintes de test, comment vous le testez, comment vous intégrez ces contraintes de test dans votre conception, également dès la phase de conception détaillée. Un petit récap des bonnes pratiques, donc les six commandements. Donc suivre rigoureusement le cahier des charges, ça paraît assez évident, mais il y a une notion de traçabilité. On l'a pas écrit là, mais le système qualité de la 13485 va demander une traçabilité dans votre développement, c'est-à-dire que vous devez suivre, vous devez pouvoir justifier que ce qui est écrit dans le cahier des charges va être décliné au niveau de votre spécification technique, de vos exigences, que ces exigences sont ensuite tracées d'un point de vue conception et sont ensuite tracées d'un point de vue vérification. Tout ça, ça doit être un fil que vous devez pouvoir suivre et justifier
sans problème auprès des organismes notifiés qui vont vous garantir que vous avez bien pris en compte toutes vos exigences et tous vos besoins. Donc, effectuer la conception détaillée, ce qu'on vient de dire, incorporer les outils de gestion des risques, ce que j'évoquais au démarrage, donc ça, c'est quelque chose qui se poursuit. La gestion des risques, que ce soit d'un point de vue produit, mais tout cycle de vie du produit, d'un point de vue conception, d'un point de vue usage, d'un point de vue projet également, si c'est vous qui gérez le projet. Documenter chaque décision de conception. Donc, je disais sur le DM, effectivement, avec la nouvelle réglementation, on a des demandes de documentation au niveau du dossier qui sont assez importantes. Vous avez des justificatifs de conception technique, de choix techniques qui vont vous être demandés. Donc, il faut bien penser à tout justifier au niveau documentaire. On conseille également d'effectuer plusieurs cycles de prototypage. Classiquement, chez Tronico, on est sur 2 cycles de développement. On a un double cycle en V, c'est notre méthode de travail, mais il faut dérisquer des choses et vous n'allez pas pouvoir tout intégrer dès la première fois. Donc, il peut y avoir des petites phases de maquettage et des itérations sur des petits blocs unitaires fonctionnels. Ça, c'est idéal. Ça peut être fait par le fabricant ou par un sous-traitant. Mais quand on rentre vraiment dans le processus de développement qui va suivre la 13485, idéalement, il faut intégrer 2 cycles, ce qu'on appelle nous proto-A, proto-Q. Le proto-A, le premier cycle, va essayer d'être assez rapide pour valider une faisabilité, des premières performances, voilà, des choix techniques, des choix de composants. Le deuxième prototype, lui, va aller intégrer, va déjà être une amélioration en fonction de ce que vous aurez vu sur votre premier proto. Donc, on va intégrer des améliorations et puis on va également intégrer tout l'aspect réglementaire normatif. Donc, tout ce qui est contrainte pour pouvoir ensuite l'envoyer en qualif. Donc, effectivement, ça prend plus de temps en termes de développement. Mais au final, on dérisque et en général, on est gagnant parce que si on veut tout intégrer dès le début sans jamais rien prototyper avant la fin, c'est assez rare que ça marche tout bien du premier coup. Donc, il y a quasiment toujours un double cycle, sauf sur des produits voilà, beaucoup plus simples ou alors on n'a pas tout le périmètre, mais en général, on travaille sur 2 cycles. Et puis, pour rejoindre les design for manufacturing et industrialisation, il faut travailler en collaboration avec les équipes de production rapidement, notamment l'Indus, on en parlera après, sur les intégrer dès le début pour qu'ils connaissent le produit, qu'ils puissent donner un petit peu leur feedback s'ils voient tout de suite si quelque chose ne fonctionnera pas. Les équipes de développement n'ont pas toujours forcément en tête toutes ces contraintes derrière industrielles. Donc, on essaye vraiment d'intégrer l'Indus et la prod rapidement dans le projet, au moins qu'ils aient connaissance et puis qu'ils ne découvrent pas le produit au moment où on leur envoie en fabrication au niveau de la prod. Ça nous permet d'ouvrir sur la deuxième séquence de questions liées à cette phase de conception. Est-ce que vous avez des remarques, questions ou autres? N'hésitez pas à les poser dans le chat aussi éventuellement. Ah, il y a Bertrand, allez-y. Vous pouvez allumer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai juste une question par rapport à votre process de développement, à la fois sur la partie hard et soft. À quelle échéance vous impliquez vos clients? Est-ce qu'il y a des retours qui sont dans le process de développement lorsque vous avancez de manière itérative, ou Oui, est-ce que c'est juste en bout de cycle où vous montrez vraiment les premiers résultats de vos développements? Et la deuxième partie de ma question, c'est quel type de méthodologie vous utilisez en termes de développement? Est-ce que vous utilisez des méthodes de type agile ou MAD pour la partie hardware ou autre? Alors pour la première partie de question, on est en échange proche avec le client. On a vraiment un fonctionnement assez collaboratif en général avec les clients avec lesquels on travaille, parce qu'il y a besoin d'échanges, comme je le disais, hein, au démarrage, il faut vraiment cadrer les choses, donc on a un maximum d'échanges. Ça perdure toute la durée du projet. Évidemment, il y a des phases où il y a besoin de plus d'interaction que d'autres. Néanmoins, les retours sont faits de manière hebdomadaire en général, dans le sens où on a un chef de projet qui va être en lien avec le client, qui va communiquer toutes les semaines. Il y a des réunions hebdo entre le client et le chef de projet pour faire part des avancées, discuter de questions techniques s'il y a besoin. Il va solliciter les ingés qui sont sur le projet qui vont venir au besoin aussi. Il y a également des échanges en direct entre les ingés, entre les deux parties quand il y en a. Donc, on reste sur un échange assez proche.
en fin de jalon, donc on a un découpage en jalon, hein, jalon projet. Donc en fin de jalon projet, on va livrer tous les livrables dus pour cette échéance-là, avec une validation client, une revue de documents, etc. Néanmoins, sur les phases de conception, on a en général des échéances intermédiaires sur lesquelles, en fonction du développement, on va livrer une partie pour s'assurer que ça convient bien quand il y a besoin de l'approbation du client. Ça va dépendre un petit peu de la typologie du client aussi, parce que parfois, il a vraiment des compétences techniques en interne, donc il veut aussi aller valider, il sait un petit peu ce qu'il veut. Parfois, il nous laisse assez libre parce que c'est pas une équipe en face qui est capable de juger, on va dire. Donc on va livrer, on va expliquer, mais on n'aura pas forcément de retour. Mais dans tous les cas, le contact, il est permanent. D'accord. Sur la deuxième partie de question, on n'est pas sur des méthodes agiles d'un point de vue développement. On va vraiment suivre, nous, notre processus de développement interne avec le double cycle en V. D'un point de vue logiciel, on va développer également comme ça, de concert avec le hardware. On n'a pas de... Enfin, je sais qu'on ne travaille pas sur la méthode agile, hein. Alors, je ne connais pas l'autre que vous avez cité. Peut-être Stéphane, tu peux plus répondre là-dessus si tu as l'expérience, mais Non, ça pas plus. ne me parle pas. Non. D'accord. À vous. Voilà. Bon, on axe surtout, comme vient de le dire Céline, sur le collaboratif avec nos clients et cet aspect échange hebdomadaire qui nous permet justement de réajuster si besoin. Alors, même si effectivement la méthode n'est pas identifiée agile, sur le fonctionnement, finalement, elle a tendance à l'être. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être que c'est clair et puis qu'on peut continuer alors. Eh bien, continuons avec la partie industrialisation. Excuse-moi. Allez-y, pardon. Just a small question. I was curious. You mentioned the ETAP about documentation of all the design decisions. A number 4, if I remember well. I'm curious, is it for internal use or it's for the later use? So how you see this setup? So for which purpose you implement it in your work process? Est-ce que Anne-Laure, Anne-Lou, pardon, est-ce que vous pouvez retourner peut-être à la slide évoquée? So the number 4, you said? C'est Pour les Stéphane recommandations? qui a levé la main. Ah oui, c'est toi qui as la main, Stéphane. C'est celle-ci, je crois, hein. Et ici, oui, exactement. Donc le Non, celle-ci. numéro 4. C'est quoi le point 4? Yep. C'est Alors, le seulement point 4. pour vous ou c'est quelque chose qui peut être demandé à quelqu'un d'autre? C'est entre vous et client. Donc, comment on utilise ça? Ça fait partie. Non, c'est vraiment dans le processus de conception. Il y a des demandes de justification technique et de documentation qui sont, aux yeux de la norme, qui sont nécessaires et demandées. Donc, en fait, d'un point de vue, alors je prends le schéma où Tronico fait de la sous-traitance avec un client. Nous, on va faire la conception du produit. Ce qu'on va fournir au client, c'est un dossier technique avec tous les documents techniques de conception du produit, définition, spec, schéma, archi, tout, et la documentation et la justification technique. Ça va vous être demandé en tant que fabricant quand vous allez déposer votre dossier au niveau d'un organisme réglementaire. Vous avez tout un dossier technique à déposer. Vous aurez besoin de justificatifs de conception. Donc nous, on va écrire des justificatifs de la conception que l'on va faire, mais c'est pour le dossier fabricant, vous en aurez besoin. Ça répond à la question? Yeah, partly. I'm still curious. So, to which level of detail you have to defend your decisions? So I put the handle on this side or on that side because of ergonomic, or because I want to distribute some weight inside not to be broken during transportation, or not to block the antenna which emits. So you see, it could be many aspects behind, but how you... Oui, c'est toujours... alors là, on est assez focus sur la conception technique, donc on va être sur la justification de choix d'architecture et de choix de composants électroniques ou logiciels ou mécaniques. Donc là, on reste dans ce périmètre-là pour cette phase. Le niveau de détail, c'est quelque chose qui est assez difficile à définir parce que ça n'est pas défini quelque part, en fait. Le niveau de détail,
On se pose souvent la question, hein, les ingénieurs se demandent souvent jusqu'à quel niveau je dois justifier. Après, c'est un peu par expérience et en fonction de la difficulté du produit qui vont aller faire leur élément de justification. Euh, mais le niveau de détail dans une justification est effectivement un petit peu difficile à définir. Par contre, la liste des documents, si je reviens d'un point de vue un peu plus macro, la liste des documents qu'il va falloir fournir pour justifier la conception, ça, on peut l'identifier assez facilement en fonction du dossier qui va être demandé par l'organisme notifié, en fonction de la norme. Vous allez devoir fournir des justifications, des documents de schémas, de routage, de plans d'archi, de protocoles de communication, des documents qui sont revus, qui sont signés. Voilà, il faut répondre au système qualité réglementaire. Donc ça, c'est quand même assez bien défini. Maintenant, dans le contenu, c'est un petit peu plus subjectif. Et ok, merci, ça explique, oui. D'accord. C'est bon, d'autres questions? Ça va? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok, on enchaîne. Je disais l'industrialisation. Donc, Céline, on a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction de la phase de conception. Il est important d'intégrer l'industrialisation dès la phase de conception pour pouvoir penser à comment le dispositif va pouvoir être produit derrière. Donc, notre objectif dans l'industrialisation, c'est vraiment d'organiser la phase de production série. Donc, de penser, alors vous allez me dire c'est tôt, hein, on est en train de faire un développement de prototype et on est sur les premières bases de notre dispositif. Et néanmoins, il faut d'ores et déjà penser à comment il doit être produit. Il n'est pas question de se retrouver à avoir validé un prototype, à avoir éventuellement fait des FIH ou autres et de se dire, bah oui, mais je ne sais pas produire. Donc, on essaye d'anticiper tout ça, on intègre ces phases d'industrialisation, alors nous avec les ingénieurs d'indus directement dans la phase de conception. Dans chacune de nos phases de conception, il y a un chapitre industrialisation pour qu'on puisse respecter les différentes contraintes. Alors ce sont des contraintes de production, bien sûr, ce sont des contraintes de qualité, de sécurité, de régulation ou autre, donc on est vraiment très attentif à tout ça. Donc, cette phase implique bien sûr toute la fabrication. On va parler de logistique également et on va parler de gestion des fournisseurs, avec notamment la supply chain. Donc, les phases clés, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la partie de design for manufacturing, procurement, test et cost, qui est mise en place dès la conception. On va mettre en place notre chaîne d'approvisionnement. Donc, on l'a un peu touché des doigts tout à l'heure en évoquant les cycles d'approvisionnement sur l'exemple que nous citions sur la phase précédente. Quelle chaîne d'approvisionnement je mets en place? Quels sont les fournisseurs? Est-ce que les fournisseurs répondent bien aux attentes? Alors, on ne parle pas que d'électronique, on parle également de pièces mécaniques, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on veut intégrer notre produit. Donc, il est important, là encore, de pouvoir sélectionner les fournisseurs qui vont répondre à nos besoins. On va parler de technologie aussi. Est-ce que la technologie qui a été choisie est possible à mettre en place? Alors, si ça parle à certains, si on parle par exemple de boîtiers implantés, on va parler de soudure titane ou de choses comme ça. Est-ce que la production est capable de mettre en place de la soudure titane? Est-ce que ça ne va pas avoir des impacts sur la communication ou ce genre de choses? Donc, c'est tout ça qui va être pris en compte au niveau de cette phase d'industrialisation. On va aussi valider donc toutes les lignes de production, lignes produits. On met une attache particulière à ce que les prototypes soient réalisés sur la même ligne que ce qui sera utilisé. Ligne d'assemblage, hein, j'évoque une ligne d'assemblage, donc la ligne d'assemblage sera la même pour la phase de prototypage que pour la phase de production, c'est ce qui permet de déterminer aussi le cycle de process. Et puis on va aussi parler de tout ce qui est emballage et stérilisation, parce que comme vous le savez, notamment sur l'implanté, on va devoir passer par des processus de ST et éventuellement d'emballage spécifique pour assurer une bonne livraison auprès de notre client et que ne soit pas sur des phases où le produit n'est pas stérile une fois livré chez le client final. Donc nos recommandations au travers de ça, pensez à industrialiser dès la phase de conception, à intégrer les équipes d'industrialisation, je pense que vous l'aurez compris au travers de ce qu'on vient de se dire. Ça vous permettra d'optimiser les coûts, la qualité, les délais de fabrication, donc c'est non négligeable. Et puis appuyez-vous sur des experts métiers, quelles que soient ces différentes phases. Il ne faut pas hésiter à impliquer des experts mécaniques, même si on est dans un premier temps que sur la phase électronique, par exemple,
parce qu'eux vont avoir des contraintes particulières. Ils vont les soumettre aux équipes de développement. Donc vraiment aller chercher les experts métiers en fonction des besoins. Et quand je parle d'experts métiers, pour une société comme la nôtre, par exemple, si vous nous sollicitez pour travailler sur du développement, l'expert métier, il n'est pas forcément en interne. C'est-à-dire que nous, on s'appuie aussi sur des expertises extérieures qui vont nous permettre de vous apporter la solution qui va bien. Donc le réseau métier est extrêmement important également dans la phase de développement de ce genre de dispositif. Les bonnes pratiques, donc optimiser le design du dispositif pour faciliter sa production série, ça vous l'aurez compris. Rédiger des spécifications de fabrication détaillées, important parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de caler la mise en place des différentes phases de la gamme. Sélectionner des fournisseurs fiables avec la capacité de répondre aux besoins du projet, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec peut-être des sources externalisées. Mettre en place des tests de validation de production avant de lancer la production série, parce que là encore, l'objectif, c'est de s'assurer que toutes les étapes, même si elles ont été réalisées dans la phase prototype, elles soient reproductibles, qu'on puisse les mettre en place également sur la phase de production. Alors, fabriquer une électronique, ce n'est pas en soi très compliqué, c'est très reproductible, donc il n'y a pas de problème. Par contre, intégrer cette électronique dans un boîtier, dans une structure ou quelque chose de plus conséquent, ça peut avoir parfois des répercussions assez fortes s'il y a des variations sur la qualité de production. On a eu, par exemple, alors on n'a pas mis de slide sur des exemples précis, mais on a eu, par exemple, un dispositif sur lequel on a une phase de prototypage qui se passe très bien, et puis on s'aperçoit, sur la phase de fabrication des différentes pièces mécaniques, que les différentes chaînes de code n'ont pas été forcément bien estimées ou bien calculées par l'assembleur final. Et finalement, quand on assemble la totalité du produit, il n'y a plus rien qui se monte, parce qu'il y a eu une différence de tolérance entre le prototypage et la phase de mise en production série. Donc c'est tout ça qu'on essaye aussi de déverminer, qu'on essaye de pister, pour éviter justement d'être confronté à ce genre de problématique une fois que ça arrive en prod, parce que là encore, c'est trop tard. Évaluer précisément les coûts liés à chaque étape de la production. Chaque étape de production est facilement chiffrable. On évalue les étapes, on les met les unes derrière les autres, ça nous permet d'avoir un coût de production global. Et quand on parle de production, on parle encore une fois, on ne parle pas que des premières étapes. On va jusqu'à l'emballage et même, je dirais, la logistique pour la livraison chez le client final. Alors la livraison chez le client final, ça peut être vous en tant que fabricant, au sens de la norme, mais ça peut aussi être un hôpital, ça peut être un praticien ou autre, en fonction des différentes utilités que peuvent avoir vos produits. Et le point donc, qui est crucial dans le cadre de l'ISO 13485, qui touche bien entendu la partie qualité, mais également notre industrialisation, c'est la mise en place du SMQ, donc du système de management de la qualité. Donc, côté fournisseur, j'aurais tendance à dire que ça ne doit pas poser trop de problèmes, puisque vous avez sélectionné votre fournisseur avec cet état de fait dès le départ. Donc, vous savez que vous avez sélectionné un fournisseur qui est déjà ISO 13485, mais n'oubliez pas que ce SMQ, au regard des organismes notifiés, il faut également qu'il soit en place dans votre structure. Donc il est important là aussi de le prendre en compte dès la phase de conception et d'industrialisation. Est-ce que vous avez des questions sur cette phase d'indus et préliminaire à la mise en prod? Juste une remarque pour ma part. On est en train de créer une start-up là et le SMQ, on va le mettre en place dès le départ. Parce que notamment si on prend le chapitre 7.3, on a la conception, donc on a la planification. Et donc la planification, c'est avant même de concevoir. Donc il vaut mieux avoir un SMQ en place qui permette d'enregistrer les données, puisque l'enregistrement des données, c'est un point essentiel. Vous parliez des sélections des fournisseurs, effectivement, ça c'est 7.4. Et donc, si déjà tout est en place en amont dès la création de la société, même si c'est pas intuitif parce que la startup a envie d'être agile par essence, le SMQ permet d'éviter de faire du reverse engineering, c'est-à-dire on a déjà beaucoup bossé et puis finalement on revient en arrière pour tout refaire, quoi. Donc c'est vrai que moi le SMQ je le mettrais vraiment dès le départ de la création de la société. Alors c'est une excellente remarque, et c'est vrai que nous on va aussi dans ce sens-là sur les préconisations.
Par contre, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a bien souvent des sociétés qui sont des sociétés naissantes avec, une idée qui vient souvent d'un médecin ou d'un personnel hospitalier ou autre. Bien souvent une équipe, enfin un financier dans la structure, et puis quelqu'un un peu plus technique. C'est souvent le triptyque, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai que quand cette mise en place se fait sur une société avec peu de personnes, avec forcément peu de moyens dans une création, dans un lancement, le SMQ, c'est souvent la chose qui est un petit peu mise de côté parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte des moyens, des ressources également, et que la startup n'est pas forcément capable de mettre en œuvre. Et bien souvent, ce qu'on voit, c'est que les entreprises s'appuient sur nos compétences à nous pour pouvoir justement répondre à ces différents points que vous venez de mentionner. Et c'est là que nous, on appuie entre guillemets sur le bouton en disant pensez bien à votre SMQ et n'attendez pas à la fin de la conception parce que, comme vous venez de le dire, on risque de faire du rétropédalage dans le processus. Donc oui, je suis... C'est aussi une question de culture, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi une question de culture. C'est-à-dire, vous avez dit, c'est vu comme un coût, mais en réalité, si c'est bien fait, c'est une opportunité. C'est ça, exactement. Et bien souvent, les coûts à être reportés, ils sont aussi augmentés. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? On passe à la suite. On peut avancer alors. Ouais. Donc justement, ça nous permet d'enchaîner. C'était pas innocent, je dirais. La transition est simple du coup, avec la partie réglementation et certification justement. Donc oui, on voulait refaire un petit focus à ce point du développement du DM, même si effectivement il est à mettre en place dès le début. Donner un petit peu une overview du cycle de vie du produit lorsque vous allez développer votre DM pour arriver jusqu'à la certification. Vous devez effectivement avoir un système de management de qualité en place. Donc, vous allez devoir l'avoir au moment de la certification, mais bien évidemment, c'est plus simple si vous le faites avant, puisqu'il y a un certain nombre d'activités, de livrables qui vont vous être demandés. On a représenté sur le schéma à gauche donc le cycle de vie du produit, partant donc de la définition, la conception, le prototypage, donc ce qu'on a déjà évoqué. Le code couleur, c'était pour illustrer ce que l'on pouvait prendre côté Tronico et ce qui était vraiment côté fabricant. Donc toute cette partie initiation, donc définition, conception, prototypage, c'est quelque chose qui est du périmètre Tronico sans problème que l'on fait pour nos clients. On le fait évidemment en collaboration avec le client, comme je le disais, notamment sur la partie définition, classe du dispositif, exigences réglementaires, normes applicables. On peut vous conseiller, vous aider, néanmoins, vous allez être porteur de ces décisions-là, et ça reste une responsabilité fabricant. Donc, c'est vous le fabricant aux yeux de la norme. Vous allez être responsable du dossier réglementaire que vous allez déposer. Donc, effectivement, il faut bien définir le cadre et les exigences qui sont liées à votre produit. Le produit est conçu, vous avez vos premiers protos, vous allez arriver en évaluation préclinique. Donc là, vous allez devoir faire toute l'évaluation biologique du dispositif. C'est quelque chose qui peut être pris en charge également par Tronico via des sous-traitants et des labos évidemment avec lesquels on peut travailler. Hein. Nous, on ne le fait pas en interne, mais on peut vous accompagner là-dessus si besoin. Donc là, on est sur la 19993, donc tout ce qui est évaluation biologique, biocomp, irritation, etc. Tous ces rapports-là en externe. Il y a tout ce qui peut être fait, nous, en interne, au niveau vraiment validation du produit, en termes purement de performance du produit. Donc, tout ce dossier d'évaluation est constitué à ce moment-là. Une fois passé cette étape, on passe à l'étape de validation clinique, lorsqu'elle est nécessaire, ce qui est très souvent et de plus en plus le cas. Donc là, on est plus sur du DM critique, évidemment, mais en général, on doit intégrer une phase d'évaluation clinique. Donc vous avez les protocoles et les rapports d'évaluation clinique. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute l'évaluation clinique qui est à faire. Ça, c'est vraiment au yeux de la responsabilité du fabricant également. C'est une étape qui est clé, bien sûr, puisque vous allez vraiment valider votre produit et donner les réponses de performance et de sécurité de votre produit. C'est une étape qui est coûteuse, qui est longue, qu'il faut évidemment bien identifier et prévoir à l'avance en termes de financement et de collaboration avec les différents systèmes hospitaliers. On a des expériences de clients qui effectivement prennent et perdent beaucoup de temps sur ces évaluations cliniques. Il y a une notion de choix géographique, de choix des essais cliniques qui est importante.
C'est pas forcément facile aujourd'hui de faire des essais cliniques en France, malheureusement, parce que c'est assez long, c'est assez cher, c'est assez contraignant. Donc, on a des clients qui prennent la décision, qui font le choix d'aller faire des essais cliniques. Il y a des premiers essais cliniques dans d'autres pays européens pour lesquels l'accès est plus rapide, plus facile et certainement un petit peu moins coûteux. Donc tout ça, c'est des possibilités. Merci. Également, donc il y a cette phase qui est importante sur laquelle on peut accompagner, mais qui est vraiment portée par le fabricant. On a cette phase, alors juste on avait précisé la validation des procédés de fabrication. À ce moment-là, on est en train de monter en échelle au niveau de la fabrication des produits pour préparer les pré-séries également. Stéphane, tu reparleras de la prod après, mais ensuite, on a toute la partie, bon ben voilà, vous avez votre produit, vous l'avez conçu, vérifié, validé. Maintenant, vous avez votre dossier qui est prêt, vous l'avez déposé pour un marquage CE ou un marquage FDA. Vous allez devoir constituer votre dossier. Donc pour ça, le sous-traitant tel que Tronico peut vous aider, puisque voilà, s'il a fait une grosse partie de la conception, c'est lui qui va avoir tout ce dossier qui est prêt, qui va vous permettre d'aller justifier votre dépôt de demande de marquage. Donc le dossier technique, le dossier de gestion des risques que j'évoquais tout à l'heure, qui est une obligation, le dossier d'aptitude à l'utilisation qui va vous être demandé également en livrable pour le marquage. Donc vous allez voilà, préparer votre dépôt de marquage, vous allez aller vers votre marquage, on a pris l'exemple du marquage CE médical, pour aller sur une mise sur le marché. Donc là, on rebascule purement côté fabricant. Là, le sous-traitant n'intervient plus, si ce n'est peut-être répondre à des questions ou compléter des documents, mais là, c'est vraiment une responsabilité fabricant pour ensuite aller sur la mise sur le marché de votre produit et puis continuer sur une post-market surveillance avec une fabrication et tout le cycle de vie du produit qui s'ensuit. Donc les recommandations, comme je disais, aux yeux de la norme, vous êtes le fabricant, vous portez la responsabilité du dossier que vous allez déposer. Vous êtes porteur de ça, il y a des activités qui sont vraiment propres chez vous, ou en tout cas, même si elles ne sont pas chez vous, vous devez vous assurer que ces activités sont faites et que vous allez pouvoir les justifier, avoir les documents nécessaires. Le sous-traitant peut être de conseil et puis vous alerter en disant attention, pensez bien à faire ci ou à faire ça, mais voilà, c'est pas forcément toujours le cas et en tout cas, ça reste de votre responsabilité à la fin. Les affaires réglementaires, c'est un sujet, comme le disait Stéphane, qu'il faut prendre en compte aussi dès le début au niveau du système management de la qualité et puis ensuite de la définition du produit. Une start-up n'a pas toujours d'affaires réglementaires en interne. Bien souvent, ils vont faire appel à des cabinets, donc il faut aussi considérer d'avoir la bonne ressource compétente qui vous conviendra et puis d'avoir le coût associé. Hein. C'est pas anodin non plus d'avoir quelqu'un en affaires réglementaires, mais c'est obligatoire. Enfin, en tout cas, vous pourrez difficilement faire l'impasse là-dessus. Et donc, voilà, faire appel à des consultants experts du sujet, il y en a quand même certains assez très compétents sur la 13485 et le nouveau règlement, puisque là, on est dans une phase de transition aussi, qui fait que même les acteurs déjà sur le marché voilà, sont aussi confrontés à des difficultés pour remettre à niveau leurs produits, redéposer des dossiers, rejustifier des choses. Donc, il y a aussi beaucoup d'activités et potentiellement un peu de latence sur les dépôts de marquage depuis un an. Je crois que c'était tout sur la partie certif. Oui, on enchaîne sur la partie production, Ouais, proprement parlé. Donc la production reste une phase complexe. Hein, Pardon, Stéphane, nous avions une question. Nous avons une question de Jérémy. Oui, merci. C'était une question sur la certification, justement. Et là, vous venez d'évoquer qu'il y a un changement de réglementation. Nous, on n'est pas très au fait, mais on se demandait, est-ce que la classe 1 existe toujours avec des choses un peu simples, presque d'autocertification ou pas? Et une deuxième partie de la question, parce que vous parlez surtout de DM critiques, mais est-ce que vous êtes confronté parfois à des cas où la question de savoir si un DM est à prévoir ou pas, ou quelle stratégie on peut avoir par rapport à ça se pose? Est-ce qu'il vaut mieux le faire tôt pour en faire une barrière à l'entrée ou le faire plus tard? Enfin, voilà. Question un peu vague, mais... Ouais. On a un exemple concret en ce moment, donc vous êtes convaincu. Vas-y Stéphane, je te sais. Non, mais oui, voilà, donc effectivement, la classe 1 existe toujours, ce qui est plus lié
aux dispositifs effectivement un peu plus simples. On trouve notamment des dispositifs connectés, pas mal, en tout cas en ce qui nous concerne. On n'est pas à Tronico spécialiste de la classe 1 parce que, alors pourquoi? C'est pas une question de technicité, hein. C'est plus lié au quantitatif. On s'aperçoit généralement que les produits de classe 1, c'est les produits qui sont plus appelés en grand volume. Et Tronico n'est pas spécialisé expert en grand volume, on est plutôt positionné sur la petite et la moyenne série. Donc au-delà de, si vous voulez, nous on va faire 5-10 000 pièces par an max, mais on ne fait pas des millions de pièces, ce qui est plus lié au dispositif de classe 1 en règle générale. Donc néanmoins, ça existe toujours. La question de savoir si effectivement il faut identifier donc l'auto-certification, hein, oui, hein, comme vous venez de le préciser. Savoir s'il faut ensuite identifier le produit comme un dispositif. On a un exemple concret là actuellement où effectivement notre client passe par une phase de développement je vais appeler ça un pré-dispositif médical. Hein. C'est un terme, ça n'a rien d'officiel. Hein, ça va rester entre nous, je vais dire ça. Donc aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir amener ce produit-là vers des experts métiers. Qui sont, là c'est dans le domaine du sport, hein, typiquement, donc les experts métiers savent de quoi ils ont besoin. On n'identifie pas le produit comme un dispositif médical dans un premier temps, néanmoins on prend quand même soin de développer ce dispositif suivant la norme, parce que notre client nous dit, voilà, moi demain je pense que ce dispositif-là, il est très adapté à la silver economy, on va me demander à un moment donné que ce dispositif devienne un dispositif médical, donc je préfère le concevoir d'ores et déjà avec les différentes prérogatives qui impliqueront le fait que c'est un dispositif médical à l'arrivée. Donc, on a une conception en mode classe 2A. Pour autant, la première mise sur le marché sera une mise sur le marché liée à un dispositif qui ne sera pas identifié médical. Donc, vous pouvez avoir cette réflexion-là. Tout dépend de l'utilisation de ce que vous allez en faire. Merci beaucoup. Et je crois qu'on avait une deuxième question de Guillaume. Alors, c'était plus, si je pouvais me permettre, une petite correction sur la partie clinique. En fait, l'évaluation clinique, là, telle que c'est précisé sur le slide, c'est obligatoire, et quelle que soit la classe du dispositif. En revanche, c'est l'investigation clinique qui, elle, peut être optionnelle. Et auquel cas, l'investigation clinique, alors l'évaluation clinique, c'est le state of the art, donc c'est du documentaire, c'est basé sur des données précliniques de performance, la gestion des risques, etc. Donc c'est de la paperasse, pour faire clair. L'investigation clinique, c'est vraiment les essais sur patients et compagnie. Et donc là, on peut s'en affranchir dans les 2A, les classes 1, parce qu'il y a un article dans la réglementation européenne, le 61.10, qui permet justement de dire, vu les données précliniques qu'on a, donc les vals cliniques, on peut se passer l'investigation clinique. Donc ça, c'était juste cette petite précision pour que ce soit clair pour tout le monde. Merci, oui, tout à fait. J'avais simplifié aussi pour la compréhension, mais tout à fait, oui. Et après, au niveau de l'expertise, il faut savoir que, pareil, la réglementation a pensé à ça. Et quand on a une société avec moins de 50 salariés et moins de... Alors, chaque fois, je mélange, je ne sais plus si c'est 1 million ou 10 millions de chiffre d'affaires. En tout cas, il y a une bonne marge. On peut externaliser la fonction avec un PRRC, personne responsable de la réglementation, de la conformité réglementaire. Donc, ça, c'est toujours... Pour les startups, c'est souvent ce qu'on fait, quoi. Oui, ça correspond à ce que Céline évoquait tout à l'heure, où elle parlait de consultants, justement, et on a effectivement quelques-uns de nos clients qui passent par ce type de modèle, oui. Tout à fait. Ce qui permet d'éviter effectivement d'avoir aussi des ressources internes qui sont, encore une fois, assez onéreuses. Ok, merci pour les précisions. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut donc cette fois-ci continuer. Bon, on enchaîne sur la production. Je disais donc la production, alors peut-être complexe suivant la particularité, la difficulté et la technicité du dispositif. Néanmoins, on va toujours s'attacher, quel que soit ce dispositif, à un processus de qualité. On est encore une fois sur du dispositif médical. Alors, je ne refais pas l'ADN de Tronico, hein, mais c'est aussi dans nos gènes de travailler sur des dispositifs répondant aux différents critères qualité. La fiabilité, pour nous, est
est un leitmotiv, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de produit qui sort de Tronico qui n'ait pas été testé, et on assure que chacun d'entre eux réponde aux besoins du client sans tomber en panne au bout de 3 semaines, quoi. C'est vraiment l'objectif. On a très peu de retour au niveau de nos clients. Donc bien sûr, il faut dissocier les objectifs très complexes, type, on parlait tout à l'heure de pompe cardiaque ou ce genre de choses, de dispositifs, on parlait de classe 1 à l'instant, donc et bien évidemment, la technicité et la complexité de mise en œuvre est bien différente, mais pour autant, la résultante finale reste pour nous exactement la même. C'est-à-dire que le process de production va être identique, les outils de production vont être identiques, et les attachements aux différentes contraintes normatives également. Donc il n'y a pas de dissociation de traitement entre ces différents types de dispositifs. Donc tout ça s'appuie bien entendu sur notre certification 13485 et sur le système de management de la qualité qu'on évoquait tout à l'heure. Le point important au niveau de la production, qui est également à mettre en avant, on parle de qualité, mais on parle également de prix et de délai. Donc la supply chain a un rôle vraiment essentiel. Donc on évoquait tout à l'heure au niveau de l'industrie le choix des fournisseurs. Bien entendu, le choix des fournisseurs ici au niveau de la production a encore plus de sens, parce qu'en plus de la partie technique, on va mettre en avant bien sûr la partie financière. L'idée, ça va être d'aller chercher le fournisseur qui répond au mieux à nos contraintes techniques, bien entendu, sur le prix le plus compétitif. Donc ça fait partie des points qui sont importants à mettre en place. Donc appuyez-vous sur une supply chain forte, généralement basée avec une équipe achat, cette équipe achat fonctionne bien souvent en métier, avec un spécialiste pour les pièces mécaniques, un spécialiste pour les circuits imprimés, un spécialiste pour les pièces actives ou autres. Donc ces personnes-là sont des professionnels du domaine et savent s'adresser aux bons interlocuteurs. Donc en règle générale, c'est des compétences que vous n'avez pas en interne. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur des compétences externalisées pour ça. Des équipements industriels très importants, des équipements industriels multiples, mais surtout, j'aurais tendance à dire, dernière génération. Pourquoi? Parce que dans notre métier, qui est l'électronique, la technologie évolue très vite. On a des composants qui sont de plus en plus intégrés, qui sont de plus en plus petits et de plus en plus difficiles à placer, à positionner. Donc il est important au regard de ça d'avoir des machines qui soient des machines dernière génération, qui répondent à ces différents critères et qui permettent de suivre nos clients sur les processus de miniaturisation notamment et d'intégration, pour pouvoir répondre à des besoins techniques particuliers. Donc pour ça, équipement dernière génération, équipement de placement, équipement de contrôle également, avec des inspections 3D, des inspections X-ray, rayon X, pour pouvoir vérifier donc la qualité des soudures notamment. Des équipements de four à phase vapeur éventuellement. Alors ça ne va pas vous parler si vous n'êtes pas dans le monde de l'électronique, mais ça a une importance assez capitale dans tout ce qui est dispositif implantable, tout simplement parce qu'on va s'attacher à éviter les bulles d'air au niveau des soudures, donc on va aller chasser tout ça. Et puis la salle blanche, parce que si on veut faire du dispositif implantable, il faut de la salle blanche. Alors bien entendu, là encore, c'est le must-have. On n'est pas dans l'obligation d'utiliser tous ces moyens. Si je refais référence aux classes 1 tout à l'heure, on ne va bien sûr pas s'attacher à aller produire en salle blanche, ça n'a aucun sens. Donc là encore, on ajuste le curseur en fonction du besoin lié au produit. Bien utiliser le moyen qui répond à l'application et à la technicité propre du produit. Ensuite, ce que l'on voit dans le dispositif médical, c'est bien souvent des procédés spécifiques qu'on ne rencontre pas forcément par ailleurs. On va rencontrer des procédés de câblage de puces, ce qu'on a appelé ici le wire bonding, mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais globalement, c'est de câbler une puce nue sur une carte électronique. Des procédés d'enrobage, c'est-à-dire que la carte, elle est intégralement enrobée dans une résine. Alors, pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons d'étanchéité, ça peut être pour des raisons de non-concurrence, parce qu'on a des clients aussi qui veulent masquer la composition des différents produits qui se trouvent à l'intérieur de leur dispositif. Donc voilà, ça c'est des procédés qui sont très spéciaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de revêtement Parilène, qui est un genre de vernis qui est appliqué sur l'électronique, mais pas que, sur des pièces mécaniques également, pour pouvoir être utilisé en implantable. Le marquage laser peut avoir son importance, et ce j'aurais tendance à dire, quel que soit le niveau, puisqu'il va servir à la traçabilité.
Ça va nous permettre notamment de graver les numéros de série sur les produits. Donc vous allez être attaché à la traçabilité au lot si vous faites du classe 2A, 2B ou du classe 1. Si vous faites du classe 3, vous allez être attaché à la traçabilité au numéro de série. Donc il faut bien prendre en compte ces différents paramètres. Là encore, c'est une association entre la supply chain et la mise en œuvre de la production avec la traçabilité en prod. La soudure titane, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être une chose. La soudure plastique, parce que vous allez avoir des boîtiers, il va falloir fermer ces boîtiers. Certains de nos clients exigent que le boîtier ne soit pas démontable, donc ça fait partie aussi des paramètres. Alors on va rentrer là-dedans aussi avec la sécurité électrique, ne pas pouvoir avoir accès à tout ce qui est paramètres électriques du dispositif. La stérilisation, on l'a évoqué très brièvement tout à l'heure également. Donc voilà, tous ces petits procédés qui finalement, mis les uns derrière les autres, ont tendance à complexifier le procédé de production, mais qui, dans le domaine du médical, sont indispensables. Donc soyez bien vigilants, là encore. Certains d'entre vous vont peut-être faire leur conception en interne et auront besoin à un moment ou à un autre de faire appel à un producteur. Soyez bien attentifs à ce que le candidat sélectionné pour produire sache répondre à tous vos besoins techniques sans pour autant faire apparaître des investissements qui peuvent parfois être assez onéreux. Donc l'idée, c'est vraiment de vous appuyer sur les moyens qui sont déjà en place. Donc nos recommandations, c'est d'identifier ces équipements, ça rejoint ce que je viens d'évoquer, les compétences nécessaires pour pouvoir produire votre DM. Après, internalisation versus sous-traitance, j'aurais tendance à dire, ça dépend de votre maturité, ça dépend de ce que vous souhaitez conserver en interne, ça dépend de ce que vous souhaitez faire externaliser. Donc ça, c'est des discussions qu'il faut avoir avec vos différents partenaires pour savoir où positionner le curseur, savoir ce que vous gardez et savoir ce que vous externalisez. Et puis bien sûr, le choix du sous-traitant qui est capital, parce que généralement, lorsque vous vous engagez avec un sous-traitant sur des phases de production, vous allez avoir des frais de mise en œuvre. Il est bien de ne pas changer tous les ans. Essayez de conserver votre sous-traitant le plus longtemps possible, de conserver bien sûr des bonnes relations et d'avoir le gage de la performance qui va bien à la fois côté sous-traitant et à la fois côté donneur d'ordre pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Si votre dispositif est très particulier, on est confronté, nous, à des dispositifs médicaux qui sont directement intégrés en bloc opératoire et qui sont des dispositifs qui prennent beaucoup de place. Essayez de faire penser votre fabricant, votre producteur, parce qu'on va dissocier le mot fabricant, essayez de faire penser votre producteur à une ligne qui soit dédiée à votre intégration de produits. Parce qu'il est toujours plus confortable d'avoir des moyens propres à votre besoin, plus faciles à mettre en œuvre, et au moment où vous allez avoir besoin de produire, ils ne seront pas partis sur une utilisation autre, et du coup, vous devrez attendre votre tour pour pouvoir passer en prod. C'est toujours un petit peu gênant. Donc, essayez d'avoir une ligne qui soit dédiée à votre utilisation. Alors, bien sûr, ce n'est possible que si vous êtes sur un dispositif qui est finalisé, qui est produit sur des quantités importantes. Alors, au sens important, encore une fois, on n'est pas dans l'automobile, donc on ne fait pas des millions ou des dizaines de millions de pièces. Mais voilà, gardez à cet esprit sur des produits qui vont rentrer dans des productions un peu plus importantes en termes de quantité. Les 7 bonnes pratiques à mettre au regard de cette mise en production. On revient sur le SMQ, la mise en place du système de management de la qualité. Associé à l'ISO 13485, bien entendu. Donc, dans le choix de votre fournisseur, attachez-vous à ce que le fournisseur soit déjà certifié ISO 13485. Maintenir une documentation détaillée sur tous les aspects de la production. Donc, qu'est-ce qu'une documentation détaillée ? Par exemple, lorsque vous avez votre DMR, votre dossier médical, c'est la constituante de ce qui va vous permettre de déposer votre certification, mais ce n'est pas pour autant ce qui va permettre à votre producteur de lancer votre produit en fabrication. Votre producteur va avoir besoin d'un dossier qui soit un dossier de production. Donc généralement, c'est lui qui le met en œuvre. Vous n'avez pas, vous, à intervenir à ce niveau-là. Mais assurez-vous que ce dossier soit toujours bien à jour. J'ai un exemple très récent d'un client qui a fait une mise à jour de nomenclature sans nous en avertir. Donc, il a bien, lui, mis à jour son DMR, il a bien associé tout ce qui était normatif à son dossier de fabrication. Mais pour autant, quand nous, on a produit le dispositif, on n'était pas sur la version attendue. Parce que sa commande apportait la révision de l'ancien indice et ne faisait pas appel à cette modification de nomenclature. Donc, soyez bien attentifs
De toute façon, si vous respectez les contraintes de la norme, il y aura pas de problème, mais soyez bien attentifs à ce que votre documentation soit tout le temps à jour. Avoir un système de gestion des stocks performant. On est bien entendu aujourd'hui dans une position économique où chacun fait attention à la valeur de ses stocks. Donc bien entendu, essayons d'avoir les stocks les plus limités possibles de façon à ne pas avoir des BFR très conséquents qui sont généralement pénalisants à la fois pour le donneur d'ordre et à la fois pour le fabricant. Disposer d'un système de traçabilité, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc qui est très lié encore une fois au niveau de votre dispositif, si on est sur du classe 2 ou du classe 3. Définir un processus de gestion des retours et réclamations, parce que vous allez avoir et vous allez être confronté à du SAV, donc du retour client. Donc ayez bien attache à ce que ce processus soit déjà en place. Maintenir une analyse des risques active tout au long de la production, parce que les risques existent, ils sont tout le temps là, et il y a de nouveaux risques qui arrivent au fur et à mesure où on produit. Donc cette analyse, elle est importante. Chez nous, elle est gérée par un service Indus, qui est là pour pouvoir justement assurer ce suivi au quotidien. Et puis développer un programme de formation pour les opérateurs. Alors les opérateurs, qu'ils soient au niveau de la fabrication, mais qu'ils soient également au niveau de la mise en œuvre. Votre dispositif, à partir du moment où il est mis sur le marché, il va falloir assurer que les gens qui vont l'utiliser soient bien formés. Alors ça passe par du manuel, bien entendu, ça peut être du manuel utilisateur, mais ça peut être aussi de la formation sur site. Donc essayez de penser à ces paramètres-là aussi sur la mise en prod et la commercialisation. Est-ce que vous avez des questions sur ces différents points? Je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, 10 minutes. N'hésitez pas à poser quand même une question si jamais. Peut-être que c'était clair. Je ne sais pas s'il reste une autre partie. Il reste une autre partie, donc on va enchaîner. Et puis si vous voulez bien, s'il y a des questions à la fin, on prendra le temps de réponse. Ouais, je vais reprendre la main là-dessus. Simplement pour faire un focus, on a évoqué tout ce qu'il fallait prendre en compte au niveau du design et qui allait intervenir un petit peu plus tard dans la vie du produit. Un des aspects du produit, c'est sa testabilité. Votre produit, vous allez devoir le tester. Vous allez le tester pendant sa conception pour vraiment vérifier que c'est le bon produit, mais vous allez également le tester au niveau de sa fabrication, dans sa vie produit, lorsque vous faites des prototypes ou des pré-séries. Et là, vous allez devoir vous assurer que vous testez le produit avec les critères et les conditions que vous voulez vérifier et que vous avez les bons équipements pour tester votre produit. Vous devez répondre à des standards de performance, de sécurité, de fiabilité. Donc, dans ce cadre-là, vous devez les tester. Donc, développement et production, ce que je disais. Il faut pour ça définir une stratégie de test dès la phase de conception. Vous devez définir comment vous voulez tester votre produit. Qu'est-ce que vous voulez vérifier, de quelle manière, à quel endroit, à quel moment. Au niveau de l'Indus également. Pour tester votre produit, vous allez pouvoir le tester de différentes manières. Quand on est vraiment sur des petites maquettes, on arrive à faire des petits montages avec ce qu'on peut appeler des petits bancs minutes qui vont permettre de tester votre produit. Par la suite, vous allez monter un petit peu en cadence au niveau de votre prod, au niveau de vos prototypes. Vous allez plus pouvoir utiliser ces systèmes simples un peu en mode labo, puisque vous avez monté en chaîne de valeur au niveau industriel. Vous allez avoir besoin de systèmes automatisés, ce qu'on va appeler des bancs de test. Donc vous allez devoir concevoir des bancs de test automatisés, adaptés à vos besoins, qui vont pouvoir être intégrés en production. Ces bancs de test, il faut bien les penser, les initier dès la phase de conception pour qu'ils répondent à vos bonnes spécifications. Vous voulez vous assurer que votre produit va pouvoir être accessible, que toutes les fonctions et les points de test vont être accessibles sur votre carte, sur votre produit, en regard du banc de test que vous allez développer. Donc, vous voulez tester les produits en série sur ligne de prod, quand vous avez une ligne de prod dédiée. Mais vous allez tester de toute façon, même si vous n'avez pas de ligne de prod dédiée, vous avez forcément un moment et une zone avec la production. Donc pensez bien à intégrer cette stratégie de test dès la phase de conception, donc le design for test, et à penser aux moyens de test dont vous aurez besoin, que ce soit pour vous en interne, pour certaines vérifications, validations que vous allez vouloir faire, peut-être pour des labos, des tests extérieurs, mais également au niveau de la production avec votre sous-traitant qui va gérer ensuite la production des prototypes.
C'est une activité qui est très spécifique, notamment sur le médical également. Et au sein de Tronico, nous avons une entité spécialisée vraiment sur ce développement de moyens de test qui s'appelle TemTest, qui va développer des moyens de test, des bons de test, qui va conseiller sur les stratégies de test et les besoins adaptés à votre produit. Et donc, au niveau du bureau d'études, on travaille de concert avec TemTest dès le démarrage du produit. L'équipe est impliquée également, de la même manière que l'Indus est impliqué lors de la phase de conception, pour vraiment s'assurer que l'on va pouvoir tester correctement le produit et anticiper le développement de ces moyens de test. Le développement de ces moyens de test peut prendre un certain temps et va être un petit peu onéreux aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans votre planification et votre budget et qu'il faut prendre en compte dans le planning aussi de la conception. Est-ce que vous avez des questions où on enchaîne puis on va enchaîner parce qu'on va être court en temps. J'enchaîne donc sur la pérennisation, donc anticiper les différents risques. Donc les risques qui peuvent être des arrêts de production notamment, c'est ce que nous n'avons pas envie de voir, mais des arrêts de production, des augmentations de délais, des augmentations de prix également, des défaillances aussi de dispositifs. Donc ce que l'on voit, c'est qu'au regard de ça, nous, par rapport à ces différents risques, on a identifié des solutions. Donc des solutions qui passent par des contrôles d'entrée fiabilisés, par des systèmes de suivi d'alerte de l'obsolescence. C'est-à-dire qu'un composant qui devient obsolète, j'ai un warning qui s'allume et qui me dit « Attention, on a une disponibilité de ce composant qui est valable sur une période définie et au-delà, on n'a pas forcément de solution de substitution. » Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On a des solutions qui peuvent consister, par exemple, à faire du stockage sécurisé. C'est-à-dire que je m'assure que ce composant va être dans mes stocks pour pouvoir produire 10, 20, 100, 1000, 2000, 5000 dispositifs, de façon à ce que je ne sois pas embêté justement par ce phénomène d'obsolescence. Alors le phénomène d'obsolescence, il est vrai en électronique, mais vous le trouvez aussi dans les autres métiers. Il n'est pas que lié vraiment au métier de l'électronique. On va, par rapport à ces phénomènes d'obsolescence, on va pouvoir aussi chercher des équivalences. Alors les équivalences, ce n'est pas toujours facile parce que les équivalences peuvent parfois amener à un redesign de la carte. Des cartes électroniques. Donc si on fait un redesign de carte électronique, il faut mesurer quel impact ça va avoir sur votre certification derrière. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas redéposer un DMR complet. Donc c'est tous ces petits paramètres qu'il faut réussir à ajuster et qui sont suivis tout au long du cycle de vie du produit pour justement éviter des impacts type arrêt de production, ce que j'évoquais précédemment. Par ailleurs, on va aussi travailler sur le sourcing de composants fiabilisés au travers du contrôle d'entrée composant. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler fiabilisé ? C'est quelque chose qui est surtout vrai pour la partie composant implantable, où on a, je l'évoquais tout à l'heure, à disposition sur le marché des composants qui ne sont pas identifiés comme des composants dispositifs médicaux. Donc, à Tronico, on a essayé de mettre en place un moyen, enfin, nous sommes en train de mettre en place un moyen pour répondre à ce questionnement-là, au travers d'une norme que nous sommes en train de mettre en place avec la FNOR, qui s'appelle RECOM. RECOM, le but, c'est de pouvoir identifier du composant qui soit spécifiquement étudié pour le marché du dispositif médical et notamment implantable. Ça nous évite à un moment donné d'être confrontés justement à ces problèmes de fiabilité ou de fiabilisation. Il faut bien savoir que si vous achetez un composant de gamme industrielle, il n'est pas fait pour ça. Comme je le disais tout à l'heure, le fabricant peut refuser que vous l'utilisiez dans un cadre médical. Et s'il refuse, il faut vous trouver des solutions alternatives. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir fiabiliser ce composant, le tester, le valider et le normer médical. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore en place. Donc je vous recommande de suivre un petit peu nos actualités au niveau de thème component et de la norme RECOM, et vous verrez que ça évolue assez vite justement dans cette configuration-là. On va également prendre en considération tout ce qui est maintenance des moyens et service après-vente. Je l'évoquais tout à l'heure, le produit peut tomber en panne, il faut que vous assuriez donc sa continuité. Alors c'est une panne sous garantie, ok, pas de problème, on prend sous garantie, il y a des composants en stock, ça a été prévu ça a été prévu pour ça, je veux dire, on fait la réparation, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez du SAV qui est du SAV hors garantie, vous avez des clients qui seront certainement
très heureux de continuer à utiliser le dispositif dans lequel ils ont investi sur de nombreuses années. Il ne faut pas que dans 10 ans, nous, on ne soit pas capable de réparer ce produit-là. Donc, c'est quelque chose que nous définissons ensemble. Quelle est la durée de vie de votre produit et sur quelle période, en fait? Alors, quand je parle de durée de vie, je ne parle pas d'obsolescence programmée, bien entendu. Je parle surtout de maintenabilité dans le temps. C'est-à-dire que vous allez nous dire, moi, je souhaite que mon produit soit réparable dans 10 ans. Je souhaite que mon produit soit réparable dans 20 ans. Donc, comment est-ce qu'on assure ces moyens-là? Comment est-ce qu'on assure la sécurisation des composants? Est-ce qu'on met des cartes en stock? Est-ce qu'on met du dispositif en stock pour faire de l'échange standard? Donc ça, c'est des choses dont on discute ensemble et qu'on voit au niveau de la phase de production et ce qu'on appelle, nous, donc notre pérennisation produit. Donc ne sous-estimez surtout pas ces risques-là. Ils sont à prendre en compte. Ils vous reviendront au visage à un moment ou à un autre. Donc il faut les prendre en compte, le plus tôt possible. Donc on a bien sûr, nous, l'habitude de ces sujets-là et on vous aidera à mettre les différents jalons en place pour pouvoir acter ces différentes actions. Donc c'est ce qu'on évoque ici. Appuyez-vous sur des partenaires, donc experts sur le sujet. Donc on recite notre marque Theme Component qui est vraiment expérimentée et experte sur la pérennisation, entre autres des composants électroniques. Je passe la phase de questions là également. Alors on évoquait tout à l'heure la sous-traitance et on va conclure avec ceci. La sous-traitance, c'est pour nous le choix pertinent, comme on l'évoquait tout à l'heure, parce que vous n'avez pas, en tant que start-up, les moyens de mettre en place la totalité de tout ce qu'on vient d'évoquer, en fait. Vous allez en faire une partie, il y a forcément un moment où ça va bloquer, où vous allez avoir besoin de faire appel à des organismes extérieurs, à des sociétés extérieures. Donc pour nous, c'est une solution pour maîtriser les coûts. L'ensemble des étapes qu'on vient de voir nécessitent des ressources humaines importantes, des compétences spécifiques. Donc ça vous permet de les externaliser. Internaliser les compétences, ça peut être extrêmement cher. On parlait tout à l'heure de spécification de compétences, par exemple en software. Vous allez voir que généralement, un développeur soft, ce n'est pas suffisant pour aller là où vous voulez aller. Parce qu'il va vous falloir un développeur soft pour le soft embarqué, il va vous falloir un soft pour l'application utilisateur. Ce n'est pas les mêmes personnes, en règle générale, qui travaillent sur ces applications-là. Donc, vous vous apercevez vite que ces différentes ressources sont assez onéreuses à mettre en place. On met aussi un accent sur la proximité. Essayez de trouver des gens qui ne soient pas trop loin de chez vous, parce que l'interaction, finalement, elle est très, très... Alors, on a des moyens de communication récents. La visioconférence est un très, très bon exemple. Mais c'est vrai que l'échange humain est toujours assez important aussi, de montrer les choses, de pouvoir partager autour d'un schéma, de pouvoir partager autour d'une maquette. Donc, assurez-vous que le fournisseur que vous choisissez est facile à visiter, facile à rencontrer. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut choisir, bien entendu, quelqu'un à 20 km de chez vous, mais assurez-vous au moins qu'il y ait une ligne de train ou quelque chose qui vous permette d'y aller rapidement. Ça va vous permettre également, la sous-traitance, de bénéficier de savoir-faire ou de technologies qui ont déjà été éprouvées. Des sous-traitants comme nous, on travaille sur des projets de type médicaux depuis des années. Donc les problèmes que vous rencontrez, dites-vous qu'on les a certainement rencontrés à un moment ou à un autre. Donc on saura vous aiguiller pour éviter les différents écueils. On saura vous challenger aussi sur les solutions que vous allez vouloir mettre en œuvre. Donc c'est ces différents points sur lesquels il faut que vous soyez aussi demandeurs, mais sur lesquels nous, on aura des rebonds assez faciles en règle générale. Vous allez vous appuyer sur des expertises et des équipements qui sont qualifiés. J'évoquais tout à l'heure les lignes d'assemblage, c'est un exemple, mais pas que. L'expertise des personnels de développement, c'est aussi très important. Et puis, vous allez bénéficier des compétences sans investir massivement. Je le disais tout à l'heure, investir dans une ligne de production pour une start-up, ce n'est pas possible. Vous allez être obligé de vous attacher des services de quelqu'un qui a déjà cette ligne de production. Et là, vous allez utiliser des moyens qui existent sans pour autant payer ce qu'on appelle des NRC, des coûts non récurrents, ostentatoires qui vont avoir pour effet d'arrêter le développement de votre projet. Donc, appuyez-vous sur ces ressources-là, elles existent, il faut aller les chercher. Ça va vous permettre également de maîtriser la qualité, parce que vous allez avoir des personnes qui ont déjà l'habitude, vous allez avoir des SMQ qui sont déjà en place, on en parlait tout à l'heure, vous allez avoir des interlocuteurs qui connaissent la réglementation, qui savent s'adresser donc aux différents interlocuteurs qui eux-mêmes connaissent aussi cette réglementation.
Donc, c'est un point qui est non négligeable. Le fournisseur va mettre en place les audits chez ses fournisseurs, parce qu'il faut bien savoir que vous êtes responsable, mais que le fournisseur clé que vous avez, si par exemple vous décidez de travailler avec Tronico, vous allez auditer Tronico de manière périodique, mais vous n'allez pas avoir besoin d'aller auditer les fournisseurs de Tronico, parce que c'est nous-mêmes qui le faisons. Donc ça vous évite quand même un travail très conséquent sur la cascade d'audit qui est à mettre en place suivant la réglementation ou la norme. Et puis pour conclure, sous-traiter, c'est bien, c'est ce qu'on met, mais la sélection du sous-traitant a une importance majeure. On l'a vu tout au long de cette présentation, il y a besoin de beaucoup de compétences, de beaucoup de savoir-faire, donc le choix de votre sous-traitant est vraiment primordial. Il faut que vous vous attachiez à essayer de regarder tous ces différents paramètres et savoir si le sous-traitant que vous allez choisir est capable de vous fournir la totalité des compétences que vous attendez. Donc, pour conclure, la sous-traitance par rapport à vos principaux enjeux, innovation technologique et développement produit, réglementation et conformité, financement, viabilité commerciale, ça résume un peu tout ce qu'on vient de se dire, hein. La propriété intellectuelle et la protection des brevets, la validation clinique, preuve d'efficacité, et l'accès au marché par rapport à la stratégie commerciale. Donc, pour nous, il semble pertinent de pouvoir faire appel à des compétences externalisées pour des entreprises comme les vôtres. Nous en avons fini. Nous vous remercions pour votre écoute déjà. Et s'il y a des questions sur ce que nous venons d'évoquer en dernière slide ou de façon plus générale, nous sommes à votre écoute. Oui, même si on est un petit peu dépassé, n'hésitez pas quand même à poser une ou deux questions. On prend le temps, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas. Yeah, thank you very much. Very interesting presentation. Quick question to this last slide. You mentioned IP here. So I'm curious for startup with some IP behind, but of course some new solutions which appear during the collaboration. So how this question is handled? Oui, c'est un point effectivement important. Alors, on ne l'a pas mis en avant dans l'ensemble de la présentation, et c'est pour ça aussi qu'on souhaitait le faire apparaître ici en conclusion. Bien entendu, une startup qui va venir nous voir pour pouvoir développer un dispositif, il est bien entendu que l'API appartient à la startup. Vous êtes propriétaire de ce que nous allons concevoir. La seule chose dont vous n'êtes pas propriétaire, mais je vous apprends rien, hein, ce sont les normes du marché, c'est les compétences ou les connaissances antérieures. Donc typiquement, sur un dispositif médical électronique, si on prend l'exemple de l'électronique puisque c'est notre métier, on va intégrer des briques technologiques différentes dans ce dispositif médical. Ces briques technologiques, nous, on les a déjà travaillées par ailleurs. Ou alors, ce sont des briques qui sont tout simplement dans le domaine du public. Donc, dans ce cas-là, je dirais, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de pays propre à chacune de ces briques. Par contre, effectivement, l'API de la constitution du dispositif global et ce vers quoi vous souhaitez aller pour la commercialisation, c'est quelque chose que vous payez, entre guillemets, dans l'achat du développement que vous allez faire. Donc, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous êtes propriétaire de votre dispositif, de l'API de votre dispositif et de tous les dossiers et programmes qui y sont associés. Donc, tous les softs et tout ce qui va avec. Est-ce que ça répond? Yeah, it's answers. Yeah. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on pourra peut-être conclure. En tout cas, voilà, l'objet de la masterclass aujourd'hui, c'était vraiment de reprendre tous ces différents éléments, toutes ces étapes sur la conception du DM, mais aussi sur la réglementation, parce que vous ne pouvez pas vous y soustraire en tant que fabricant des dispositifs médicaux. Il y a sûrement des parties qui vous ont plus ou moins peut-être servi pour le moment, parce qu'en fait, ici, on est en face de porteurs de projets qui ont des stades de maturité très différents. Certains sont encore au laboratoire, d'autres, la start-up est créée. Mais c'est bien d'avoir une vue d'ensemble. L'idée, c'était aussi de vous faire découvrir Tronico.
c'est cet acteur qui peut aussi vous aider, vous accompagner, parce que comme ils l'ont bien dit, et voilà, il faut des expertises que vous n'avez pas forcément. Donc n'hésitez pas à les recontacter. Vous avez leur adresse mail ici, mais vous les avez aussi dans les échanges de mails. Vous pouvez aussi me recontacter si vous avez des questions. Je me suis pas présentée, mais pour ceux qui me connaissent pas, je suis Startup Manager plutôt dans le domaine de la santé chez CNRS Innovation. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Céline et Stéphane, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, peut-être avant de nous quitter, de nous souhaiter un bon après-midi. Non, écoutez, nous vous remercions pour votre attention. Merci à nous pour l'organisation de cette masterclass. En tout cas, nous, on y a pris plaisir. J'espère qu'on aura répondu à vos différentes questions. Et puis, comme Anne-Lou vient de vous le présenter, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera ravis, Céline et moi, de pouvoir compléter. Si tu veux conclure, Céline. Y a pas de... Oui, non. Merci pour l'organisation et l'opportunité de partager tout ça. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, à nous contacter par mail, même un petit peu plus tard, voilà, si vous repensez à quelque chose. Merci à tous. Et juste peut-être pour dernier mot, c'est vrai que voilà, tout cela représente un certain coût, mais n'hésitez pas à contacter aussi vos startup managers. Il peut y avoir des solutions. On peut vous aider aussi à trouver des financements qui sont spécifiques, qui peuvent répondre à ça. Par exemple, ce type de prestation, en tout cas au départ, peut rentrer dans une BFT Lab. Ça peut rentrer aussi dans certaines subventions. Les investisseurs aussi, s'ils choisissent d'investir dans votre projet, sont bien au courant du coût que cela représente. Et en général, ils peuvent chipoter sur certains challenges du projet, mais en tout cas rarement sur le réglementaire, sur la conception des dispositifs médicaux. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger et ne prenez pas, entre guillemets, peur, parce que de toute façon, il va falloir vous faire accompagner pour aller jusqu'à la mise sur le marché. Et si je peux compléter, Anne-Lou, merci pour ce complément, mais c'est vrai que le développement passe souvent par des séquencements. Donc, il est bien entendu qu'on ne lance pas un développement de dispositif médical avec des centaines de milliers d'euros comme ça à mettre sur la table. C'est souvent très séquencé et ça se fait dans le temps. Donc, ça permet aussi d'aller chercher les budgets et de pouvoir s'appuyer sur des subventions ou autres. Super, écoutez, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.